Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième série de webinaires. Et je laisse tout de suite la parole à Pierre, qui est notre cheville ouvrière du hackathon. Oui, bonjour à tous, merci d'être présents pour ce troisième webinaire. Alors, comme toujours, un petit point d'actualité avant de commencer. Alors, tout d'abord, hier, nous avons eu notre premier projet qui s'est inscrit sur la plateforme Voodoo. Donc, le premier projet provient de mes collègues de l'Adira, Philippe Armango. Nous aurons d'autres projets de l'Adira qui vont encore arriver, qui vont permettre également de vous inspirer dans la création de vos propres projets. Et en parallèle de ça, vous avez également le guide du participant qui a été mis sur la plateforme. Donc, sur ce guide, il vous permettra de répondre à tous vos questionnements, que ce soit qu'est-ce qu'on attend de vous, comment va se passer le hackathon, quels sont les livrables. Alors, je vous invite à le lire, c'est assez court, c'est assez concis. Donc, c'est vraiment un document qui vous servira dans vos approches concernant les projets et pour tout ce hackathon. Alors, donc ça, c'est pour la partie vraiment technique projet. Et je veux également vous informer sur les 2 prochaines déambulations à l'intérieur des zones qui vont bientôt avoir lieu. Vous pouvez déjà, les invitations vont arriver très prochainement. Et donc, du coup, ce sont deux matinées. 2 matinées, une dans le Biopôle de Colmar qui sera le 14 mars et une autre déambulation dans le parc du Ride le 28 mars. Donc, en fait, lors de ces matinées, nous allons nous promener dans ces zones, nous allons nous arrêter aux points stratégiques et également avoir des retours de vécu, d'expérience de différents usagers de la zone. Donc voilà, ces déambulations vous permettront vraiment de vous acclimater à la zone, de vraiment prendre du recul et de mettre en application également tous les webinaires que nous avons vus jusqu'à présent. Alors, Donc comme voilà Luc pour va ces nous petits parler points. de la temporalité tout à l'heure, Luc, vous avez vu, on a pris des déambulations le matin, ce qui n'empêche pas les futurs participants, s'ils veulent déambuler tout seuls à 2 heures du matin le samedi soir sur la zone, n'hésitez pas pour voir comment ça se passe la nuit sur la zone, hein. Mais je laisserai Luc en parler. Plus à même. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer alors tout doucement ce troisième webinaire, en espérant que Steph Duchesne arrive quand même à nous rejoindre. Mais en attendant, Luc, je vous laisse la main. À moi, Pierre, c'est ça? Oui. D'accord. Bonjour à toutes et bonjour, bonjour à tous. Bonjour Dominique, Aurélien, Sébastien, et merci, merci de l'échange qui promet d'être intéressant. Donc moi, un petit bonjour de Toulouse sous le soleil, puisque j'ai entendu qu'il y avait quelques personnes qui étaient originaires de là ou qui étaient passées par là. Moi, je suis très content de retrouver l'Alsace ce matin. J'y ai travaillé pendant une douzaine d'années. C'est une région que j'ai beaucoup aimée, que souvent je regrette. Très heureux aussi de retrouver l'Adira et mon ancien collègue Sébastien Leduc, qui œuvre aujourd'hui sur très belles thématiques. Quand on parle aujourd'hui à l'Adira, on va parler un peu de temporalité, d'aménagement, quand l'Adira organise des parcours dans l'éprouvé de la vie quotidienne des salariés, des zones d'activité. Je trouve que voilà, il y a des choses vraiment intéressantes qui se mettent en place. Merci aussi à Pierre Litzer qui est effectivement, comme le disait Sébastien, la cheville ouvrière de tout ce programme. Merci de m'associer à votre réflexion sur les zones d'activité. Voilà, je vais essayer d'être court et clair. J'ai réfléchi sur un PowerPoint et puis finalement, j'ai décidé de ne pas en faire. Mais je vous ai envoyé déjà 7-8 liens là, vers des articles, des interviews qui peut-être donneront d'autres clés d'entrée sur ce que je vais essayer de vous raconter rapidement ce matin. Donc moi, je suis géographe de formation. Je suis aujourd'hui professeur à l'ENSA de Toulouse. Je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le LRA et je travaille, comme je l'ai fait avant à Grenoble, à Strasbourg, à Belfort, ailleurs, sur les questions de temps et de mobilité, ce qui est un petit peu une gageure pour un géographe comme on le voit traditionnellement. J'ai aussi eu la chance de diriger quelques structures de développement, d'aménagement et d'urbanisme, dont une agence des temps et mobilité à Belfort. J'avais rêvé d'en lancer une
à Strasbourg et en Alsace, mais c'était trop tôt, en fait, dans les années 90. Voilà. Alors, peut-être, vous vous dites la question du temps sur l'aménagement de nos zones dans nos réflexions. Enfin, qu'est-ce qui vient faire là, ce géographe? Alors, peut-être répondre peut-être à cette question-là. Pourquoi réfléchir aujourd'hui en termes de temps? Alors, première remarque, je pense qu'en matière de développement durable ou de transition, en gardant l'idée du développement durable, on a beaucoup travaillé sur les leviers de l'énergie. Ce n'est pas mon domaine. Là, je laisse ça aux ingénieurs. On a un peu travaillé sur l'espace. On y réfléchit à nouveau autour de la ville du quart d'heure, hein, comment on pourra aménager les choses pour éviter que la ville se redéploie et que ça pèse un petit peu sur les coûts et notamment sur les coûts environnementaux. On a très peu travaillé sur la question du temps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je pense que le temps, c'est une question très importante en matière d'aménagement et notamment la question de l'optimisation de l'espace disponible. Je connais bien l'Alsace, je sais que la question de l'espace, mais en France globalement, dans le monde, c'est devenu une denrée très rare, à la fois pour les entreprises et pour l'ensemble des habitants ou des résidents temporaires de cette région. Donc la pression sur l'espace est très forte. Donc on doit réfléchir. On a souvent réfléchi en termes de densité. Une des réflexions qu'on pourrait avoir, c'est une réflexion en termes d'intensité. Et la clé d'entrée des temps, elle propose peut-être de réfléchir l'espace et la pression sur l'espace en termes d'intensité plutôt que de densité. Troisième peut-être élément, s'il fallait vous convaincre, moi j'ai toujours noté qu'on a aménagé l'espace pour gagner du temps. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a mis en place le TGV, l'idée, c'était quand même de gagner du temps entre différentes villes sur l'espace français et européen. Et on a eu des cartes comme ça qui rétrécissaient. Je me suis toujours demandé pourquoi on n'a pas réfléchi sur le temps pour essayer de gagner de l'espace. Alors, on commence autour de l'idée de ville du quart d'heure, là, de mon collègue Carlos Moreno, de faire la ville sur la ville, mais bon, voilà, on a très peu travaillé là-dessus. La modernité, au sens de l'aménagement pur, avec les routes, avec les zones d'activité, avec les ronds-points. Voilà, on a essayé comme ça de fluidifier le trafic pour gagner du temps. Et puis, dernier élément, je pense que le temps, c'est précieux, c'est la seule chose qui nous appartienne vraiment, et que la question de la qualité de vie, on l'a vu notamment à travers la crise sanitaire, c'est vraiment devenu une question centrale qui joue d'ailleurs beaucoup. Je vois dans les arbitrages, moi je forme des urbanistes ici, des architectes, dans les choix de carrière et autres, la question de la qualité de vie, de la qualité de vie sur lieu de travail, mais aussi de la qualité de vie et de l'aménagement du site dans lequel on est importante. Et une notion aujourd'hui comme celle de l'hybridation des espaces. On parle beaucoup de tiers-lieux, on parle beaucoup de mélange d'activités à un moment où, enfin, alors qu'autrefois on était plutôt dans de la séparation. Donc voilà. Alors, qui a travaillé sur les questions de temps? D'abord, les premiers qui ont travaillé dans la recherche vraiment sur l'articulation de l'espace et du temps, parce que c'est de ça dont il est question, c'était des chercheurs de ce qu'on appelle la time géographie, donc dans les pays du nord de l'Europe. Ils travaillaient sur les parcours individuels des personnes, essayer de comprendre comment on circule dans un prisme de 24 heures. Voilà, donc en tentant des représentations, c'était avant tous les logiciels, tout le numérique, toute la force de frappe aujourd'hui qu'on a en termes de représentation de 3D et tout ça. Mais en tout cas, ils ont ouvert la voie. Côté politique et politique publique, c'est les réflexions sur les politiques temporelles sont nées en Italie autour d'une loi dans les années 90 qui s'appelait la loi Turco. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, moins de femmes sur le marché du travail en Italie, demande pour y accéder, donc développer des services, et des services de crèche, de garderie et autres, parce qu'on n'a pas plus de partage que chez nous dans la question des tâches de la vie familiale, donc question d'égalité qui est posée, et donc pouvoir donner aux villes d'organiser les horaires et de mettre en place de nouveaux services liés à la garde d'enfants et autres, et donc récupère une compétence mais dont elles ne savent pas quoi faire. Comment on observe le temps, comment on observe les services. On les observe généralement dans l'espace et on dit voilà, il y a tant de garderies, il y a tant de commerces, il y a tant, mais rarement dans le temps. En tout cas, à l'époque, on ne le faisait pas. Et elles commencent à s'organiser. Elles mettent en place les premiers bureaux du temps. Dans les années fin 90, début 2000, en France, avec le soutien de la DATAR, on répond à la DATAR à un projet qui s'appelle Temps et Territoire, projet de recherche prospective. Et on leur dit, mais
on veut y répondre, mais on veut qu'il y ait une partie expérimentation. Donc, de l'observation, comprendre l'évolution des temps, des mobilités, des espaces, mais aussi voir si on pourrait avoir des petits pôles comme ça d'expérimentation à l'échelle de villes, de communes, d'intercommunalités ou de territoires, voire départementaux. Donc, il y a quelques villes qui signent le projet, Saint-Denis, la Gironde, le territoire de Belfort, Poitiers, et puis on lance soit à l'échelle des communes, soit parfois en plateforme associative. C'était le cas à Belfort où j'ai lancé cette structure. On met en place ce qu'on appelle des bureaux du temps, maisons du temps et de la mobilité. En Allemagne, se mettent en place aussi des structures autour de politiques qui s'appellent des Zeitbüros. Et puis aux Pays-Bas également, un petit peu en Espagne. Voilà, le constat de départ, c'est quoi? Pourquoi ça? C'est un constat d'abord d'éclatement des espaces. On en a beaucoup parlé en Alsace, mais cette idée d'une ville éclatée, une ville archipel, l'étalement de la ville dans l'espace, c'est la città diffusa des Italiens, c'est la ville diffuse, elle s'étale de plus en plus, mais aussi l'étalement des activités dans le temps, les moments sanctuarisés que pouvaient être le samedi, la nuit. Sébastien en a parlé tout à l'heure, le week-end sont aujourd'hui des temps de plus en plus d'activités, et une des formes dont on parle beaucoup régulièrement, c'est l'idée qui critiquait la ville 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis le troisième élément à côté disons, de l'étalement, de l'éclatement, c'est l'accélération. Il y a eu beaucoup de travaux de sociologie autres qui montrent qu'il y a en tout cas un ressenti d'accélération dans la société est mal ressenti. Tout ça, on pourrait se dire, et alors, rien de grave, sauf que ça pose des problèmes de désynchronisation. La question où, quand, on peut faire famille, on peut faire organisation, on peut faire territoire, on peut faire entreprise aussi. On vit dans le même appartement, la même entreprise, le même territoire, mais bizarrement, on se voit de moins en moins parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Moi, j'ai eu à diriger des entreprises et c'est vrai que c'est compliqué parfois de faire une réunion d'équipe parce que plus personne est dans l'entreprise, ou pas au même moment. Voilà, donc comment on peut se synchroniser? Parfois, on va faire entreprise le week-end ailleurs et voilà, donc les stages de team building qui marchent à nouveau après avoir très bien marché dans les années 80 sont sans doute liés à ça. Puis des difficultés aussi à concilier vie familiale, vie professionnelle. La ville est éclatée, nos emplois du temps sont éclatés et on passe notre temps à courir d'un endroit de l'archipel à l'autre et nos vies, c'est une espèce de tenir les choses les unes avec les autres. Résultat, donc course, tension, inégalité aussi, jeunes, vieux. Réfléchir dans cette ville complexe de réseaux de transport compliqués, de localisation compliquée, c'est bien jusqu'à un certain âge. Après, ça devient, d'un point de vue cognitif et même physique, difficile. Et puis, il y a des inégalités d'accès aux espaces. Par exemple, la question de l'inégalité d'accès la nuit pour la moitié de l'humanité, les femmes. Voilà. Donc, les paroles de départ de cette réflexion-là, c'est les gens qui disent « marre d'être tes parents taxi le mercredi », par exemple. Je cours tout le temps, on se voit de moins en moins. J'ai horreur de recommander parce qu'ils sont chez moi, mais je ne peux jamais y aller aux heures où le bureau de poste est ouvert. Voilà, quelques petites choses comme ça de la vie quotidienne. Donc, on bricole, on essaye. Par exemple, pour bien comprendre les choses, peut-être que les post-it qu'on a sur la porte du frigo, collés sur la porte du frigo ou sur le buffet, qui disent il y a un truc à réchauffer, voilà, tu peux le mettre au micro-ondes, n'oublie pas d'aller chercher les gamins. Voilà, toutes ces petites choses, c'est des gens qui vivent ensemble quelque part, mais plus tout à fait au même moment. D'ailleurs, les mères de famille, les pères de famille disent souvent aux adolescents, ici, c'est plus une maison, c'est un hôtel. Alors, est-ce que votre entreprise est un hôtel, c'est-à-dire un endroit où on passe, mais plus finalement au même moment, quoi. On vient comme on est, on vient comme on veut, avec le frigo qui devient un pôle central, mais disparition des temps du repas, des temps collectifs. Voilà, alors quelques réponses par rapport à ça, et après, je vais vers des propositions pour vous plus spécifiques. J'en ai choisi 3, mais à discuter, il y aura, j'imagine, d'autres pistes. Alors, quelques exemples d'approche temporelle, par exemple, le développement de tout ce qui a été une offre événementielle en soirée ou le dimanche, tous les événements, mais ça va des nuits blanches jusqu'au vide-grenier, où à la fois on va attirer du monde venu d'ailleurs, mais aussi on va faire société, on va faire territoire. Donc, comment on organise des temps collectifs quand on les appuie au travail, quand on les appuie à l'église, quand on les appuie au temple ou à la synagogue ou à la mosquée. Voilà. Donc, comment on peut faire des temps collectifs? Les collectivités s'y sont intéressées. Décaler des horaires de service aussi pour répondre aux nouveaux rythmes de vie. Je pense aux piscines ouvertes en soirée. Quand vous rentrez chez vous après 18 heures, hein, souvent ces équipements sont fermés. Comment on peut les décaler? Il ne s'agit pas de les ouvrir tout le temps, mais les décaler. Des services ouverts le week-end aussi. Voilà, un petit peu cette logique de ville à la carte qui pose des vrais problèmes d'articulation parce qu'on veut une ville ouverte,
mais on ne veut pas toujours être derrière le bureau du service en question ouvert. Donc voilà, cet arbitrage dans une société que Gilles Lipovetsky a qualifiée d'hyper-moderne. Ouvrir les services, par exemple, dans les villes moyennes, on a connu des villes moyennes où rien n'était ouvert entre midi et 2, ça fait partie des démarches là. Développer des activités comme, à des moments pour des publics en horaire atypique, des gens qui travaillent de nuit ou le week-end et autres. On a des services, par exemple, de crèches qui n'étaient pas adaptés. Certains ont tenté d'en ouvrir 24 heures sur 24, je ne sais pas si c'est bien, mais dans des gares aussi, dans des lieux de mobilité. Voilà, mettre en place des transports adaptés au nouveau rythme de vie. C'est vrai que l'approche temporelle des réseaux de transport, ce n'est pas quelque chose qui était très développé. Bon, on y a pas mal travaillé, par exemple, avec PSA du côté de Montbéliard. Ouvrir des écoles à d'autres activités le soir. C'est par exemple l'idée qu'on a des bâtiments, on a des services publics qui sont là. Le soir, ça ferme. Pendant les vacances, ça ferme. L'université, elle ferme. Et on a des bâtiments qui sont vides. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors qu'il y a une demande d'activité. Et comme on ne veut plus construire aujourd'hui, je suis dans une école d'archi, mais une partie des étudiants ne veulent plus construire. Et puis, de toute façon, avec le zéro artificialisation, on risque de moins le faire et en tout cas d'essayer de faire sur soi-même. Donc, plutôt que de simplement rajouter des Lego, des cubes de Lego sur des cubes de Lego, on peut peut-être penser à quelque chose, au lieu de penser densité, mais intensité. Donc voilà, mais aussi réfléchir à des services en soirée pour lutter contre des formes de délinquance aussi. Par exemple, dans les asturies, en Espagne, il y a tout un travail qui avait été mené sur l'ouverture des centres socioculturels, l'ouverture des gymnases, des réseaux de transport, pour permettre aux jeunes d'avoir un encadrement social, disons, dans la ville, à un moment où tout est fermé. Et la délinquance avait baissé. Rennes avait travaillé comme ça sur des services gratuits les jeudis, vendredis de fin de semaine. Et puis, on peut aussi éviter les embouteillages dans les transports en jouant sur les horaires de travail. Ça, c'est des expériences qui ont eu lieu en Italie, qui ont eu lieu à Poitiers, qui ont eu lieu en partie à Grenoble sur des zones d'activité, mais je vais y revenir. Voilà, ça, c'était juste pour vous amener un peu à changer de lunettes, changer de regard et voir un peu notre société dans ces bouleversements, pas que spatiaux, mais aussi temporels. J'ai envoyé beaucoup d'articles là-dessus, donc vous pourrez vous y référer avec pas mal de biblios aussi, donc voilà, sur les choses peut-être plus complexes. Moi, j'ai 3 pistes pour vous. Pour être très concret, comme Pierre et Sébastien le souhaitaient. Première piste, c'est celle qui consisterait à optimiser l'espace, à intensifier le nombre d'activités dans votre entreprise ou sur la zone d'activité, en jouant sur la rotation des activités à différentes échelles temporelles. Alors, si j'essaye de le dire autrement, comment vous pourriez penser votre entreprise, votre zone d'activité comme une salle polyvalente, avec des activités différentes présentes en même temps? Donc, comment et est-ce que c'est possible? Mais surtout, des activités qui se succèdent dans le temps. Un peu comme on peut avoir des activités qui se succèdent dans l'espace public. Des enfants présents, puis après des groupes de musique, puis on les repasse à nouveau les voitures, et puis un moment de rencontre, du calme. Comment on pourrait réfléchir à cette succession d'activités? Donc, le penser à différentes échelles, sur 24 heures, de jour comme de nuit. Donc, voilà, comment on peut optimiser. Des entreprises le font en étant dans une activité en continu, mais est-ce qu'on peut avoir un type d'activité à un moment, un type d'activité à un autre moment? Moi, j'ai connu des endroits, je ne sais pas si c'est un modèle, mais en Chine, au Vietnam, où ça tourne en permanence. Et on a le matin une activité, après une autre, après un commerce, après un lieu de rencontre. Enfin voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez faire de votre entreprise un lieu de rencontre. C'est sans doute pas le lieu, mais en tout cas, réfléchir aux 24 heures, réfléchir sur la semaine, notamment le week-end. Donc, quel type d'activité pourrait être accueilli dans une entreprise si la vôtre est fermée et si la zone d'activité est fermée. Réfléchir aussi sur l'année, et notamment pendant les vacances. Moi, je suis universitaire, donc il y a des bâtiments, évidemment, qui sont vides l'été et on dit qu'on n'a pas de place pour toutes sortes d'activités. Donc, comment on peut les remettre là-dedans? Aujourd'hui, on a des algorithmes qui doivent nous permettre quand même de partager ces espaces. La notion de partage, elle est visiblement très importante en matière aujourd'hui d'urbanisme et d'immobilier. Donc voilà. Moi, l'exemple le plus caricatural, c'est quand même celui d'un bâtiment que j'avais quasiment en face de chez moi à Strasbourg, qui est le bâtiment de l'Europe,
et qui est quand même occupé un très petit nombre de journées par mois, et à un moment où il y a d'autres institutions qui auraient besoin d'espace. Voilà. Mais ça, on est dans des bâtiments de type public. Alors, l'avantage de tout ça, vous rentabilisez votre espace et vous partagez les coûts avec d'autres. Vous le faites à des moments où vos équipes, je ne connais pas votre organisation horaire et tout, mais vos équipes ne sont pas présentes. Vacances, week-end, soirée. Vous faites œuvre sociale aussi en accueillant, par exemple, vous pouvez le faire. Il y a une association d'entreprises à Nantes qui accueille le soir dans certains des locaux des entreprises présentes des SDF, notamment pendant la période d'hiver. Voilà, donc comment les C'est Bureau bâtiments du peuvent... Cœur. Je crois que c'est Bureau du Cœur, Luc. Je crois que c'est les Bureaux du Cœur Comment ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est OK. En tout cas, c'est voilà, on me dit oh, mais c'est pas possible. Non, c'est possible. Moi, j'avais essayé de faire ça à l'université et j'ai tout monté à Grenoble et ça a bloqué pour une chose, c'était la question des types de murs qu'on avait qui n'étaient pas adaptés à de l'hôtellerie. Voilà, mais on avait tout monté, on avait trouvé le financement, tout le monde était d'accord et d'un point de vue sécurité, ça a été compliqué d'accueillir dans des locaux, disons, dans les locaux de l'université, dans les lieux de cours, la nuit, une dizaine de femmes SDF. Voilà. En gros, moi, j'essaie c'est possible parce qu'on a des mobiliers adaptables aussi, réversibles. Pensez à un grand magasin suédois là, qui nous vend sur 14 mètres carrés la possibilité d'accueillir X personnes, d'avoir un bureau, puis en même temps, c'est une chambre. En même temps, bon. Donc, il y a la polyvalence et la réversibilité de tous ces objets-là, mais il y a aussi l'idée que tout ça, ça peut tourner sur 24 heures. Vous pourrez aussi améliorer la sécurité de la zone dans laquelle vous êtes. Parce qu'en fait, la sécurité et le sentiment d'insécurité sont aussi liés au nombre de personnes qui sont présentes. Plus il y a d'activités, plus il y a de personnes, plus il y a un contrôle social naturel qui va s'exercer sans besoin toujours de forces de l'ordre et d'autres. Il y a une espèce de contrôle qui peut se faire. Donc, avoir différentes activités, on sait que c'est un élément ça participe d'une forme de sécurité des espaces. Vous favorisez la pratique d'activités associatives, éducatives ou sportives que vous pouvez recevoir. Ce n'est pas obligatoirement des activités de production avec lesquelles vous pourriez partager les choses. Vous créez une offre pour des acteurs qui ont du mal à trouver des locaux. J'ai un peu travaillé dans le domaine de la RSE, donc ça fait partie des choses, la cartographie des acteurs, les liens, l'ouverture, voilà. Ça fait partie des choses certainement qui pourraient être mises en avant et valorisées. Vous donnez de la vie à une zone qui est trop monochronique. On voit que les zones qui fonctionnent mal aujourd'hui, alors que c'est le principe même de la charte d'Athènes, c'est-à-dire un espace, une activité, une fonction, donc la monofonction d'un espace, on voit bien que ça ne marche pas, les espaces qui fonctionnent que sur un seul temps. Donc comment vous pourriez être dans des espaces polychroniques où il y a des croisements, il y a de la rencontre, de gens qui viennent faire différentes choses. Et en plus, ces activités ne gênent personne puisqu'elles ont lieu là où il n'y a plus personne, enfin en tout cas de vos équipes. Voilà, ça c'est ma première piste. Donc, si vous avez bien compris, comment on transforme votre zone d'activité, mais aussi votre entreprise, en quelque chose de polyvalent. Donc, on l'adapte dans son mobilier, dans son organisation et autres. La deuxième piste, c'est la zone d'activité dans un territoire plus large, mais il y a cette responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés et puis vis-à-vis du territoire, en disant, moi j'ai connu les entrées, les sorties de zones d'activité, mais de villes aussi, et les embouteillages et autres. Donc, une façon de résoudre les embouteillages, je l'ai dit tout à l'heure, on multiplie les types de transports publics, on rajoute une voie sur l'autoroute, mais il y a une autre possibilité, c'est de réfléchir en termes d'étalement des horaires. Si vous étalez, vous étudiez les pics d'entrée et de sortie de la zone d'activité, et puis globalement du pôle urbain dans lequel vous vous insérez, et que vous décalez ces horaires d'entrée et de sortie, vous savez, entre un bouchon et de la fluidité, il y a 5-6% de véhicules en plus. Donc, si on joue là-dessus sur les horaires, en les adaptant en permanence, parce que chacun va se réadapter en permanence, on peut éviter les bouchons et c'est de l'intelligence collective et ce n'est pas la peine d'avoir des kilomètres de bitume en plus, des coûts énormes au kilomètre ou au mètre carré de bitume. Donc, ça évite les bouchons, le stress, les problèmes liés, ça favorise la qualité de vie de vos employés, ça contribue à la qualité de vie aussi du territoire et ça vous oblige à un truc très important, c'est de faire territoire et de faire dialoguer ensemble, faire d'un espace où il y a des gens qui travaillent dans différents domaines, les universitaires dans l'un, les entreprises dans l'autre, l'éducation dans l'autre, essayer de réfléchir ensemble autour de ces questions-là. Et donc, c'est de l'intelligence collective et ça a été testé, ça donne des résultats intéressants. Donc ça, c'est ma deuxième piste, c'est la zone d'activité à l'intérieur d'un territoire en travaillant sur les
les horaires d'entrée et de sortie, même s'ils sont devenus très complexes aujourd'hui, ces horaires, il y a quand même des pics, mais ils dépendent des zones. Troisième piste, l'idée, c'est de jouer sur autre chose que simplement le foncier, c'est la piste de vos flottes de véhicules d'entreprise ou de la flotte de véhicules de la zone d'activité. Donc, comment, évidemment, vous pouvez les partager entre vous. J'imagine que ça se fait autour des associations de chefs d'entreprise que vous avez constituées en Alsace, mais aussi comment vous pourriez les mettre à disposition d'autres acteurs, le soir, le week-end ou pendant les vacances. À un moment où cette flotte, soit elle retourne dans une entreprise qui s'en occupe, soit elle est sur votre terrain. Donc, les avantages, vous les imaginez, c'est l'optimisation de la flotte, c'est le partage des coûts. Alors, tout ça, évidemment, ça peut sembler difficile, ça demande de la coordination, ça demande de l'intelligence collective, mais il y a quelque chose quand même dont je me souviens en Alsace, c'est quand même le respect les uns des autres et cette volonté de travailler ensemble. Enfin, c'est quelque chose que j'ai rarement vu de façon aussi forte, même si on se plaignait que ce n'était pas suffisant à l'époque quand j'étais de l'autre côté, j'allais dire de l'écran. Ça demande des compétences et des rôles. Dans cette idée d'une entreprise et surtout d'une zone qui devient une salle polyvalente, avec différents types d'activités, donc plus de mélange d'activités qui vont se succéder sur les différentes temporalités, l'année, la semaine, la journée. Il faut réfléchir à… Alors donc, on a aujourd'hui des outils pour gérer tout ça, mais je me souviens que dans la salle polyvalente de mon enfance, il y avait un gardien. Alors, j'imagine que ce n'est pas la DIRA qui deviendra le gardien de cette salle polyvalente, mais ni Sébastien, ni Pierre, ni d'autres, mais réfléchir à cette question-là. Qui va jouer ce rôle? Il y a des nouveaux métiers. Aujourd'hui, nous, même en tant qu'urbanistes, on parle d'urbanisme des temps, on parle d'urbanisme des rythmes, on parle bien d'urbanisme des mobilités. On ne parlait pas de mobilité il y a 20-30 ans, on parlait de transport. Voilà. Je voulais terminer sur l'idée de quel intérêt de la clé des temps. Moi, si je crois depuis une trentaine d'années, même plus maintenant, à ces questions-là, et si j'essaie de les travailler dans la recherche, dans la pratique, dans la vie quotidienne des endroits où je me trouve, c'est parce que j'ai bien vu les limites notamment des compétences des collectivités. C'est l'intérêt d'une ADIRA aussi, qui est une plateforme qui réunit les moyens de différentes collectivités, différents types d'acteurs. Mais quand on parle de social, il y a un acteur central. Quand on parle d'économie, il y a un acteur central. Quand on parle d'aménagement, il y a 1,5 acteurs centraux. Voilà, vous connaissez les compétences, la séparation. Tout. Quand vous parlez de temps, c'est la compétence de tout le monde et de personne. Voilà, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Personne ne se lève en disant nous, ça c'est notre compétence à nous, strict. Okay. Deuxième élément, la question du temps. J'ai essayé de le montrer rapidement. Là, ça renvoie à des questions de vie quotidienne et de proximité. Et aujourd'hui, les gens veulent du concret, de la proximité, des réponses, voilà, avec les vraies personnes. Toujours ce débat entre ceux qui seraient en haut, ceux qui seraient en bas et ceux qui seraient déconnectés. Donc, on veut des choses quotidiennes. Et là, on est dans des arrangements, une crèche. Alors, je ne vais pas parler des services, mais la crèche dont je parle, si vous avez des arrêts en horaire atypique, évidemment que ça fait partie des services à réfléchir sur une zone, et j'imagine que vous y aviez réfléchi, avec toujours un paradoxe, c'est-à-dire moi j'ai été élevé en Lorraine, et en Lorraine, on avait des entreprises qui vous prenaient en charge du berceau à la tombe, avec tous les services autour de l'entreprise. On s'en est débarrassé, c'était paternaliste. Aujourd'hui, on réinvente des services sur les zones d'activité, alors liés à la présence des personnes, mais pas au même moment aussi. Donc, comment on peut jouer ça? On remet des restaurants, on essaye de remettre où les restaurants viennent à vous, on met des crèches sur des zones d'activité, enfin, toutes sortes de choses comme ça. En tout cas, il y a un travail et une réflexion comme ça. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas des questions techniques et abstraites, c'est des questions sensibles. Si on rapproche deux éléments, on aura moins à courir d'un endroit à l'autre. Si j'ai une crèche qui est ouverte jusqu'à 20h, c'est peut-être plus facile quand je rentre du travail. Si j'ai envie de me délasser quand je rentre du travail et que la piscine est encore ouverte à 18h30, c'est intéressant. Mais tout ça, ça se négocie. Il ne faut pas imposer qu'il y ait des gens derrière le guichet de la piscine qui restent toute la nuit. Voilà, c'est de bouger un petit peu pour donner un petit peu de flexibilité, de souplesse à l'organisation territoriale à différents niveaux. Je pense que la question du temps, ça permet aussi des expérimentations. On peut tester, on peut décaler un horaire de bus, réadapter un certain nombre de services, puis ça fonctionne pas, on repousse le curseur. Ce n'est pas comme quand on bâtit un bâtiment. On peut tenter de rotation d'activité, de la polyvalence, mais évidemment, on peut revenir plus facilement
en arrière. Voilà, ça peut permettre de se questionner, donc de le construire ensemble. Et je pense que c'est des questions qui ont du sens. Alors, les politiques temporelles, il y a énormément de choses qui ont fonctionné. Il y a un seul problème, c'est que quand on travaille sur des politiques temporelles à l'échelle d'un territoire, ce n'est pas des choses qui s'inaugurent. Voilà, une politique temporelle, ce n'est pas quelque chose qui s'inaugure parce qu'on est sur des questions de service et pas sur du bâtiment, sur de la matérialité et autres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je reste à votre disposition. C'était partiel, sans doute caricatural, mais en tout cas, c'était le sens de ce que je voulais partager avec vous. Alors, merci beaucoup, Luc, pour votre intervention. Alors, je pense qu'on a pu voir déjà de nombreux aspects sur comment la temporalité peut jouer sur nos zones d'activité. Alors, je vois dans le chat, on a une question de Anis Turpin. Alors, dans les espaces de recherche ou d'activité, les entreprises peuvent opposer le secret industriel, par exemple, ou les questions de responsabilité en cas d'accident. Donc, cela ne contraint-il pas la rotation dans ces espaces ou bâtiments et l'intensification des usages? Si, bien sûr. Bien sûr. Mais tout ça, ça peut se tester. Moi, je pense qu'on peut monter des expérimentations et tester les aspects juridiques, les aspects cohabitation d'activités. C'est possible. C'est possible si les acteurs eux-mêmes porteurs du projet le souhaitent. Si vous êtes juste la plateforme, à un moment donné, vous allez être bloqué par le positionnement des différents acteurs qui vont sentir la complexité et puis qui vont toujours trouver quelque chose. Vous savez, quand j'ai travaillé avec la RATP, Sébastien s'en souvient, hein, je fais une thèse sur la nuit. Hein, on en discutait puisqu'on a quand même un peu des formations assez proches. D'abord, faire une thèse sur la nuit, c'était n'importe quoi. Quand j'ai travaillé avec la RATP, que je suis revenu des États-Unis en disant que ce serait quand même important, les gens ont des demandes sur des services plus tard le soir. C'est pas possible techniquement. Juridiquement, nous, on n'a pas les mêmes systèmes de rail qu'à New York. C'était pas possible. Et j'avais Bailly en face qui s'intéressait aux politiques temporelles. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait à partir d'un événementiel, la nuit blanche, puis petit à petit, puis les adaptations ont eu lieu. Je ne sais pas si c'est bien pour les salariés de nuit, hein, mais tout était impossible. Juridiquement, c'est pas possible. Techniquement, on n'avait pas les bons rails. Syndicalement, les gens vont s'opposer au travail plus tard. Enfin, rien n'était possible. Mais le système, la société a bougé. Il y a eu des expérimentations autour d'événements. Je vois que vous travaillez sur des parcours. Il peut y avoir à un moment donné quelque chose qui débloque le système, c'est-à-dire quelque chose d'événementiel. Si vous imaginez qu'une entreprise symbolique de votre zone accueille à un moment donné un lieu d'escalade ou qu'un laboratoire de recherche accueille d'autres, vous le testez pendant un événement, je sais pas, une nuit des chercheurs, un truc, petit à petit, ça peut comment dire, ça peut être dupliqué et transformé. Mais je n'ai pas envie d'être dans le yaka faucon. Je sais que c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, j'ai vu des systèmes de services pour s'adapter aux horaires atypiques. Ça a pu être mis en place. Les piscines décalées, ça a pu être mis en place. Quand j'ai créé une agence des temps et des mobilités qui était un tiers-lieu sans le dire, on se demandait ce que c'était. Aujourd'hui, c'est possible. Quand on a parlé des gens qui travaillent la nuit, des gens qui vivent la nuit, qu'il y en avait de plus en plus, qu'il fallait le réfléchir dans les politiques publiques, et que j'ai dit un jour, il y aura des maires de nuit pour prendre en compte cette question-là, pour représenter celles et ceux qui travaillent de nuit et pour mettre en questionnement, observer ces choses-là. On m'avait dit, c'est du grand n'importe quoi. Il y a 50 maires de nuit aujourd'hui dans le monde. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'on peut tester et on peut essayer. Et puis après, il faut mettre les bons juristes, et puis il y a le jusqu'où ne pas. Je pense que l'intérêt des politiques temporelles, en tout cas les approches là, c'est qu'on n'est pas dans tout ou rien. On va ouvrir les zones 24 heures sur 24. Je n'ai ni le pouvoir, ni l'envie de vous dire ça. Mais on peut peut-être décaler un petit peu plus en soirée, ouvrir le matin, enfin, jouer sur des formes de souplesse sans aller dans le dur, ni d'un point de vue juridique, ni sur la santé. Vous savez, faire travailler les gens la nuit, on sait maintenant que ceux qui sont en alternance jour-nuit dans le travail, c'est des gens qui ont 5 ans d'espérance de vie en moins. Donc, ce n'est pas rien de faire ces choix-là. Mais pourquoi on n'en débat pas? C'est un très bel outil pour faire débattre ensemble. Moi, à Belfort, en travaillant avec Peugeot, par exemple, on avait
vraiment travaillé sur la grosse zone de Sochaux. Et on avait travaillé sur les horaires d'entrée des camions, des sorties, des véhicules, des personnes. Et on avait repensé une espèce de plan temporel et de mobilité sur l'ensemble du site, qui avait permis qu'il y ait des bus à l'entrée du site pour les personnes, pour que les gens ne viennent plus en autosoliste, pour que les camions, il n'y ait plus que les camions qui rentrent sur le site, que voilà, toute cette organisation-là, pensée dans les espaces et dans les temps, dans les articulations. Mais pour le faire, ce qui me semble important, c'est d'être capable, et là c'est le géographe à nouveau qui vous parle, de représenter la complexité du système. Il faut être capable de montrer, vous savez, on monte des cartes et on dit, là il y a des industries, là il y a des commerces, là il y a des universités. Mais si on arrive à les montrer dans le fonctionnement d'une journée, dans le fonctionnement d'une semaine, là on voit qu'il y a des creux, là on voit qu'il y a peut-être des choses à remplir, qu'il y a peut-être… C'est cette réflexion-là, c'est ce changement de regard. Nous on appelle ça chronotopique ou spatio-temporel, voire rythmique. Voilà, on est dans une société qui est de plus en plus fluide, qui est de plus en plus constituée de rythme, au sens de manière de fluer, quoi. Et on a des réponses qui sont malheureusement, notamment en aménagement, qui ont été en tout cas trop fixistes, trop faites pour toujours, organisées pour toujours, et trop sur du hard et pas sur du soft. Et la question du temps, c'est cette possibilité. Regardez après la Covid, tout ce qui n'était pas possible comme piste de vélo, on a monté les Corona-pistes. Quand il a fallu que les gens retournent quand même boire un coup dans les cafés, sur les terrasses, on a étalé les terrasses dans l'espace public. Donc, on a fait une politique spatio-temporelle. On aurait pu, dans les transports, au lieu de les interdire, on aurait pu diluer ce temps et permettre que les transports soient ouverts plus tard et tout, pour qu'on ait moins de population qui respecte les distances. Donc la crise de la Covid, elle était une crise du spatial, mais aussi du temporel, où les saturations étaient inversées. On était saturé chez nous et on était libre quand on pouvait sortir. Généralement, on est saturé dehors et on rentre au calme à l'intérieur. Bon, voilà, c'est comme ça une petite réflexion, une petite parenthèse. Mais je suis d'accord, hein, il y a des normes, il y a des questions de secret, mais tout ça, il faut pouvoir en discuter et puis trouver les jusqu'où ne pas. Trouver ce curseur, mettre en place ce curseur et des outils de médiation. Une maquette, ça peut être ça, une carte en 3D, un chronotope, ça peut être ça. Les géographes savent résoudre ça très bien aujourd'hui. On ne savait pas le faire il y a 20 ans parce qu'on n'avait pas les outils où on commençait à peine à bricoler. Merci Luc pour cette réponse. Alors, je vois qu'on a encore une question, mais au vu du temps, Luc vous propose peut-être de répondre directement dans le chat pour qu'on puisse continuer sur les interventions. Ne m'arrêtez pas, alors je continue. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ok, alors je veux bien répondre. Non, je veux bien répondre. S'il y a une question, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Hein. Ouais, pour qu'on reste un peu cadré dans notre timing. Alors, pour ce faire, Dominique, je vous propose de prendre la suite. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation et merci Luc parce que je vais pouvoir prendre la suite en parlant effectivement du temps et du temps perdu, temps gagné ou dans tous les cas la problématique des mobilités. Donc pour me présenter, donc Dominique Valentin, je suis le fondateur de Relais d'entreprise qui dimensionne et déploie depuis maintenant un peu plus de 10 ans ce qu'on appelle des espaces de proxy travail, des tiers-lieux d'activité, espaces coworking, quels que soient les termes qu'on utilise. Quoi qu'il en soit, au-delà de l'activité de bureau d'études, qui nous a amené d'ailleurs à accompagner pas mal de collectivités territoriales autour de Strasbourg, que ce soit le Korsberg, le Pays de Saverne, enfin bref, ou récemment au Bernay. On a l'habitude de dire, nous, que la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse, la moins fatigante est celle qu'on ne subit pas. Et que l'enjeu de l'aménagement du territoire, c'est surtout ce ratio emploi-habitat, ou comment on rapproche l'emploi de l'habitat. Et on voit bien effectivement la difficulté autour des zones d'activité quand une entreprise souhaite se développer. Le sujet, c'est est-ce qu'il y aura des collaborateurs à proximité de cette zone d'activité et est-ce qu'on aura la capacité à loger ces collaborateurs. Et donc, si on prend aujourd'hui l'évolution de la population,
Et là, je vais effectivement peut-être être sur un terrain qui n'est pas mon expertise, mais on a vu quand même qu'on avait doublé la population en 100 ans et que 75% de cette évolution de la population s'est fait sur uniquement 5% du territoire. C'est-à-dire une ultra-concentration dans les métropoles, là où se sont concentrées les activités tertiaires, mais avec la pression immobilière et effectivement aussi ce souhait d'avoir un logement et qui ressemble à un logement avec un peu d'espace vert et dans tous les cas une qualité de vie qu'on sait pertinemment qu'elle est quand même plus importante là où il y a des espaces verts. Et j'avais d'ailleurs, j'ai découvert récemment la logique des 3, 30, 300 que je ne connaissais pas, qui pourrait effectivement être dans un cadre harmonieux. Il faut avoir de sa fenêtre 3 arbres, être dans un quartier où il y a 30% d'espace vert, dans tous les cas, et être à 300 mètres d'un parc ou d'une forêt. C'est les 3, 30, 300. Donc très difficile d'avoir ça en ultra-métropole, ultra-zone urbaine. Et donc cette notion de rapprochement emploi-habitat, effectivement, soit on travaille sur cette logique de ville du quart d'heure, c'est-à-dire avoir des aménagements qui ne soient pas monofonctionnels, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir à proximité des zones de travail, des zones d'habitation et des zones d'achat et des zones de loisirs, pour éviter que les mobilités se fassent uniquement avec des solutions de transport bien souvent carbonées, puisque la problématique des mobilités, au-delà de la perte de temps, et on va l'évoquer, elle est aussi aujourd'hui de plus en plus synonyme de perte de pouvoir d'achat. Et on le voit bien avec la hausse du prix des carburants. Et je rajouterais une notion qui a laissé de nombreux territoires complètement indifférents, voire même un certain nombre d'entreprises complètement indifférentes, c'est la problématique de la qualité de l'air. Parce que c'est invisible, parce que je ne dis pas que tout le monde s'en fout, mais ce n'est pas forcément la priorité absolue. On était déjà avant tout dans une préoccupation de confort par rapport à cette perte de temps. C'était les observatoires TomTom des villes les plus embouteillées de France, et avec ce palmarès où encore récemment, le palmarès a fait apparaître qu'on perdait plus de 250 heures dans les transports, donc notamment en Île-de-France. Et donc, et que cette perte de temps, effectivement, elle est préjudiciable pour plusieurs leviers, c'est-à-dire moins de temps pour faire du sport, moins de temps pour dormir, moins de temps pour passer du temps avec ses enfants. Bref, cette notion de temps, elle est effectivement aujourd'hui au cœur de cette appréciation de la qualité de vie et toutes les solutions qui ont été mises en œuvre pour gagner du temps par rapport au transport se solde toujours par un échec, parce qu'il y a quand même un phénomène qu'il faut comprendre, qu'il faut bien avoir en tête, c'est ce qu'on appelle la loi de Zahavi, qui dit que tout temps gagné en mobilité est réinvesti en mobilité. Nous nous sommes toujours déplacés à budget temps constant, à pied, à cheval, en voiture, en train, en avion, avec effectivement à chaque fois cette notion de est-ce que je suis sous la zone d'influence d'un lieu, et si effectivement vous êtes trop loin parce que le transport est compliqué, effectivement vous considérez que vous n'êtes pas sous la zone d'influence et il suffit que vous accélériez la mobilité pour que des territoires deviennent des territoires sous l'influence de métropole. Donc c'est pour ça que combien de fois je dis que rajouter une rocade à l'abord d'une métropole, c'est comme desserrer un cran de son ceinturon pour prévenir de l'obésité. Ça accompagne l'obésité, mais ça ne résout pas la problématique de la mobilité. Et donc nous, au niveau de Relais Entreprise, on fait la promotion de ce qu'on appelle le proxy travail. Alors c'est quoi le proxy travail, au-delà du fait que ça a fait l'objet d'un petit guide qui est téléchargeable sur le site de Relais d'entreprise ou de notre partenaire, proxytravail.fr. En fait, on a introduit cette notion que le télétravail pouvait s'effectuer à distance et qu'il était plus facile de faire venir le travail à soi que de se déplacer vers son travail. Alors autant vous dire qu'il y a 10 ans, on me prenait un peu pour un extraterrestre et on m'opposait toujours le maçon qui, avec sa bétonnière, ne pouvait pas travailler à distance. Et moi, je leur disais, arrêtez de trouver des problèmes à des solutions, ou là où moi, je cherche des solutions à des problèmes. Et ce n'est pas parce qu'un marteau ne sert pas une vis qu'il ne faut pas en avoir dans sa boîte à outils et que la solution universelle n'existe pas. Par contre, ceux qui ont la possibilité de travailler à distance, autorisez-le
à travailler à distance et ça fera autant de déplacements en moins et effectivement, assurément plus de pouvoir d'achat pour ceux qui ne sont pas contraints de se déplacer tous les jours. Alors, c'est vrai que certains vont vous dire, oui, mais le salarié qui n'a pas la chance de pouvoir télétravailler, ben, lui, il se retrouve exclu et on va opposer comme ça col bleu et col blanc. Et pour les cols bleus, dit col bleu, il y a plus de facilité malgré tout à réfléchir à des nouvelles organisations du travail, comme l'évoquait Luc, soit en horaire décalé pour permettre d'éviter les embouteillages. C'est ce que fait Airbus, c'est ce que fait un certain nombre d'entreprises, notamment à la Défense, où il y a une vingtaine de DRH qui se sont réunis pour décaler d'une demi-heure les temps d'embauche pour éviter que la ligne 1 soit complètement saturée. Donc, il y a des possibilités en termes d'organisation, au moins pour fluidifier les accès, perdre un peu moins de temps. Et la semaine des 4 jours peut être aussi un bout de réponse pour des opérateurs de production, un peu plus difficile pour tout ce qui est activité tertiaire. C'est déjà suffisamment difficile de se croiser et de croiser les agendas pour organiser des réunions. Donc, si en plus il faut composer sur 4 jours, c'est pas simple. Donc, merci Covid. Je suis peut-être un des rares à dire merci Covid parce qu'effectivement, la Covid a accéléré un phénomène. Il faut savoir quand même que les pandémies n'ont jamais fait naître des phénomènes. Les pandémies ont accéléré des phénomènes. Et je fais d'ailleurs le rapport toujours avec cette question des mobilités avec un ouvrage de 1880 qui s'appelle « La fin du cheval ». Et en fait, dans la fin du 19e, il y avait une vraie réflexion, des vrais débats autour de la fin de l'hippomobile versus arrivée de l'automobile. Il y avait des sceptiques, il y avait des détracteurs qui disaient que non, les véhicules automobiles n'étaient pas fiables, ça pollue, ça fait du bruit, ça fait fuir les chevaux, voilà. Et donc, il y avait une réticence, et d'ailleurs aussi en disant, oui, il y aura moins d'activités professionnelles, il y a moins de maréchal ferrant, enfin bref, ça va être un pan de l'économie qui va disparaître avec l'arrivée de cette innovation. Et donc ça, c'était dans les années 1880-1890. Et on sait que l'automobile s'est véritablement imposée en 1920, donc il a fallu à peu près 30 ans. Et en 1920, il y a eu un phénomène qui a accéléré la bascule, qui est une peste équestre, où il y a eu une épidémie et beaucoup de chevaux sont décédés donc, par rapport à cette peste. Et c'est amusant parce qu'on voit que le télétravail était déjà abordé dans les années 90, avec notamment IBM qui déployait des sites satellites en première couronne de Paris. Donc ça, c'était dans les années 90. Et c'est en 2020 que véritablement, 30 ans après, le télétravail s'est imposé. Donc c'est à peu près 30 ans le temps qu'il faut pour qu'une idée ne vienne s'imposer comme étant une solution durable. Même si aujourd'hui, on voit qu'il y a un télétravail bashing qui s'opère, alors qui vient des États-Unis, comme souvent, et qui, contrairement en France, avait basculé sur du 100% distanciel, là où en France, on était davantage sur du télétravail partiel. Ce qui est souvent reproché à la notion de télétravail, c'est la perte de lien, le fait effectivement que les collaborateurs ont perdu cette habitude de se retrouver et puissent à un moment ou à un autre perdre vraiment ce sentiment d'appartenance, au-delà de certaines dérives effectivement qui ont pu être constatées en matière de productivité ou voilà, le salarié à distance ayant tendance à ne pas forcément être aussi assidu que s'il pouvait être en entreprise. Et donc là, aujourd'hui, on voit qu'il y a un phénomène qui est compliqué à décrypter parce que d'un côté, il y a cette volonté de recréer du lien entre les collaborateurs, mais de l'autre, une incapacité à faire revenir les collaborateurs en 100% présentiel, d'autant plus avec la hausse du prix des carburants. Et à terme, cette contrainte que j'évoquais tout à l'heure, en lien avec la qualité de l'air, où beaucoup de véhicules ne pourront plus rentrer dans les métropoles, dans les grandes agglomérations, du fait de la mise en place de la ZFE. Et le jour où un employeur va s'entendre dire par son collaborateur, c'est bien gentil, c'est pas que je ne veux pas venir, mais je ne peux plus venir, et il va falloir effectivement trouver des solutions. Alors,
Donc nous, l'approche que nous avons en lien avec les collectivités, c'est de pouvoir configurer, proposer des immobiliers à usage flexible, hein, qu'on appelle coworking, tiers-lieux. Donc c'est des espaces qui sont idéalement réhabilités dans d'anciens bâtiments publics. Nous, sur la centaine d'études qu'on a pu mener pour le compte de collectivités territoriales, on est sur zéro artificialisation. C'est prioritairement des anciennes écoles, des anciens presbytères, enfin tous ces lieux dont on ne savait pas quoi faire. Idéalement situés au plein cœur de centre-bourg, parce que au-delà du gain de temps et du pouvoir d'achat que j'évoquais par rapport au fait de ne pas se déplacer, combien de fois je dis qu'il faut que les habitants redeviennent des vivants des territoires, et on sait très bien que l'on consomme non pas là où on habite, mais là où on travaille. Et le fait de rapprocher l'emploi de l'habitat a un effet aussi immédiat sur le soutien de l'économie résidentielle, donc sur les commerces de proximité. Donc plus les espaces de travail sont proches de boulangeries, de boucheries, de petits commerces, mais plus effectivement on aura une vie de village, une vie de centre-bourg, et ça ne sera pas effectivement… enfin voilà, dans tous les cas, c'est ce qu'il faut réussir à maintenir comme dynamique pour éviter effectivement le déploiement de zones d'activité, de zones commerciales, enfin, qui effectivement ne font pas qui vont pas dans le sens des commerces de proximité. Donc on a effectivement cette réhabilitation de bâtiments avec des entreprises qui doivent aujourd'hui comprendre que le télétravail à domicile, c'est simple à mettre en place, c'est pas cher, parce que l'indemnisation, bien qu'encadrée par l'URSSAF, elle est souvent très symbolique, là où il y aura un coût supplémentaire au niveau de l'utilisation d'un espace de proxy-travail, donc un tiers-lieu d'activité, un espace de coworking. Et c'est là où nous, on a introduit une innovation qui plaît aujourd'hui beaucoup, qui est vraiment unique en France. On a réussi à donner de la valeur à la non-mobilité. C'est ce qu'on appelle la valorisation des externalités positives. Alors, on aimerait que, en termes de sociologie, ce gain de temps, gain de sommeil, gain de temps passé avec les enfants pour les aider à faire les devoirs et éviter les décrochages scolaires, ou gain de temps pour cuisiner et éviter d'acheter des plats tout prêts, alors qu'on voit effectivement que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous et que le pouvoir d'achat forcément est impacté par des produits élaborés par rapport à des produits qu'on pourrait faire soi-même avec ces casseroles. Donc ça, c'est des externalités sociologiques très compliquées à mesurer. Par contre, nous, on a réussi à valoriser l'impact environnemental de la non-mobilité au travers de deux mécanismes, à la fois les certificats d'économie d'énergie délivrés par EDF, qui rachètent donc les kilowattheures non consommés par un salarié qui, plutôt que de prendre sa voiture pour aller vers l'entreprise, va un jour, 2 jours par semaine se rendre à pied, à vélo, voire en voiture, mais en faisant beaucoup moins de kilomètres dans un espace de proximité. Et donc, les litres de carburant donc, font l'objet d'une valorisation par EDF qui verse directement ces certificats d'économie d'énergie à l'employeur. Et surtout, et c'est un double effet qui se coule, on a obtenu le label bas carbone du ministère dans la catégorie transport. Et cette fois-ci, ça nous permet de mettre sur le marché, donc de vendre les tonnes CO2 non émises par un salarié qui, plutôt que de prendre sa voiture, va, une fois de plus, aller proche de son domicile. Et là, le schéma est un peu différent, c'est que ce n'est pas EDF qui rachète les tonnes CO2, ce sont des entreprises qui sont dans une logique vertueuse de neutraliser leur bilan carbone, qui ont réalisé leur bilan carbone et qui, au titre du scope 3, se sont rendus compte qu'une bonne partie des tonnes CO2 émises provenaient des transports de leurs collaborateurs. Et donc, pour neutraliser leur bilan carbone, veulent racheter des tonnes CO2. Et on a, par exemple, répondu à l'appel d'offres du comité organisateur des Jeux Olympiques Paris 2024, qui, pour neutraliser le bilan des Jeux, souhaite racheter 35 000 tonnes de CO2 provenant de différentes méthodes, donc labellisées bas carbone. Il y a 15 000 tonnes avec la plantation d'arbres. Donc ça, c'est celle la plus connue, c'est la méthode la plus connue, sauf que c'est une méthode par compensation, par captation. Donc on a aussi des méthodes agricoles. Et nous, notre méthode bas carbone transport, c'est de la tonne CO2 non émise, et donc qui a forcément plus de valeur, puisqu'elle n'est pas dans une logique de compensation par captation. Donc on voit bien que il y a des sujets autour de ce qu'on appelle un peu l'économie, de la fonctionnalité et tout ce qui est valorisation des effets induits.
Et pour les employeurs qui récupèrent ces sommes, pour vous donner une idée du montant que ça représente, pour un salarié qui habite à 30 km de son lieu de travail et qui va faire 2 jours de télétravail par semaine, l'employeur va récupérer par an à peu près 150 €. Alors, on peut considérer que ce n'est pas énorme au regard de ce que coûte un espace de proxy travail qui va représenter 2 jours par semaine, à peu près 100 € par mois pour 2 jours par semaine. Donc, ça va représenter un petit 10% de la valeur du loyer que l'entreprise va s'acquitter. Mais souvent, l'entreprise qui met en place une telle organisation, en même temps, elle réduit sa surface de bureau au niveau du siège, au niveau de l'entité principale. D'autant plus qu'avant Covid, et là, on a beaucoup discuté avec Sébastien, parce qu'il l'a constaté également au niveau des bureaux de la DIRA, mais avant Covid, quand vous alliez dans une organisation, vous n'aviez que 50% de la surface des bureaux occupés. C'était l'observatoire Actineo, parce que les personnes étaient en congé, en RTT, en réunion. Là, autant vous dire qu'avec la pratique du télétravail, beaucoup d'entreprises se retrouvent avec des bureaux, mais à 3/4 vides à certains moments de la semaine, notamment en fin de semaine, et donc basculent de plus en plus vers ce qu'on appelle le flex office, avec une dynamique d'utilisation des bureaux où il n'y a plus assez de bureaux pour l'ensemble des collaborateurs et que les bureaux ne sont plus attitrés, ce qui pose effectivement un certain nombre de problèmes un peu historiques, d'habitude que les entreprises et les collaborateurs dans les entreprises avaient pu prendre par rapport à l'importance des bureaux dans l'imaginaire et dans la hiérarchie d'une organisation. Plus vous étiez haut dans les étages, plus votre bureau était grand, plus vous aviez un ficus important, plus vous étiez important dans l'organigramme. Donc tout ça a complètement été revu par cette logique de bureau avec des fonctionnalités, des espaces avec des fonctionnalités que vous allez réserver en fonction de ce que vous allez y faire. D'ailleurs, on parle de plus en plus dans des organisations d'open space. Ce n'est pas les open space, c'est les open space. C'est des lieux où on y va parce qu'il s'y passe quelque chose. Ça va être une réunion de cohésion, ça va être une réunion de créativité, ça va être une petite équipe projet qui doivent se réunir pour travailler de façon plus efficace. Mais aller au bureau pour envoyer des mails ou passer des coups de fil et discuter avec ses collègues par le chat interne, aucun intérêt d'avoir fait 3/4 d'heure de route pour faire ça. Et donc, quand les entreprises réduisent leur surface de bureau, l'argent qu'elles récupèrent de la valorisation des tonnes CO2, au-delà de l'impact réel, le fait de prouver qu'il y a un impact en matière de développement durable de leur organisation, ils considèrent que cet argent pourrait tout à fait servir à venir compenser la hausse du prix des carburants pour les salariés qui n'ont pas la chance de pouvoir télétravailler. Puisque les 150 € sont d'ailleurs plus généreux que la prime inflation du gouvernement. Et donc, plus il y aura de télétravailleurs utilisant les espaces proxy travail et donc déclenchant le principe de valorisation des kilomètres non effectués, et plus l'employeur pourra venir compenser la hausse du prix des carburants ou venir financer d'autres solutions comme du covoiturage ou l'utilisation du vélo pour ceux qui peuvent effectivement se rendre dans l'entreprise à vélo. Voilà, donc l'approche, on est assez confiant dans le fait que cette organisation va finir par s'imposer, mais c'est un peu la problématique de la poule et l'œuf. C'est que d'une part, il faut que les entreprises adoptent une organisation basée sur le proxy travail qui aura aussi comme gros avantage de pouvoir réunir plusieurs collaborateurs qui habitent le même bassin de vie et les amener à fréquenter le même espace coworking. C'est ce qu'on appelle aussi du corpo working. C'est un peu la dénomination que retient Action Logement dans son expérimentation là sur notamment Toulouse. Donc, c'est-à-dire avoir des petites grappes de 3-4 collaborateurs qui peuvent effectivement se regrouper et d'ailleurs peut-être davantage échanger que lorsqu'ils viennent au siège où la compta n'a jamais de contact avec l'informatique ou le commercial parce que ce n'est pas les mêmes étages ou les mêmes services. Mais si les collaborateurs habitent le même bassin de vie, 2 jours par semaine, ils pourront davantage se retrouver. Donc ça, c'est à la fois une organisation que les entreprises doivent adopter et en même temps, il faut qu'il y ait des lieux et donc que les collectivités anticipent la configuration de ces espaces
qui doivent alors être au plus près des zones de vie, je l'évoquais, qui doivent se soucier de leur modèle économique, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup d'initiatives de type tiers-lieu où on ne s'est pas trop soucié de qui payait quoi. Et que effectivement on a créé des nouveaux espaces d'effervescence, d'innovation, des Fab Labs, des espaces d'économie sociale et solidaire ou des espaces culturels, donc des espaces hybrides. On mélange un peu tout. Je ne dis pas que dans un espace coworking, tiers-lieu d'activité, il ne faille pas avoir des espaces de rencontre. Et d'ailleurs, il y en a autour de la machine à café. Ça peut être pertinent de combiner plusieurs fonctionnalités dans un lieu qui prend toute sa dimension de tiers-lieu en combinant du culturel avec de l'activité économique ou pourquoi pas du service à la population. C'est ce qu'on fait, nous, quand on mène des études pour les collectivités, hein, chaque territoire étant un peu spécifique et c'est surtout aussi le lieu qui va permettre de voir quel est le niveau d'hybridation que l'on va pouvoir envisager et puis surtout quel va être le mode de gouvernance, quel va être le portage par la commune, la communauté de communes. Est-ce que c'est un privé qui va exploiter le site? Est-ce qu'il y aura un équilibre économique au regard du temps qu'il faudra consacrer pour pouvoir faire fonctionner ce lieu? Et voilà, donc c'est un peu tous ces sujets-là que l'on porte. Et je terminerai juste pour tenir le timing, pour dire que je suis également fondateur d'une autre société qui s'appelle Vivre au Vert. Donc ça s'écrit VIVROVERT.fr et qui a ensuite logique un peu de relais entreprise parce qu'on s'est rendu compte que plus vous aviez de jours de télétravail, plus vous pouvez commencer à vous affranchir de votre lieu de travail pour choisir votre lieu de vie. Et on a créé une plateforme qui permet d'identifier son lieu de vie idéal selon des critères macro. Voilà, vous dites, je vais habiter à 2 heures de Strasbourg, je veux être à une demi-heure d'un lycée, je veux être sur un territoire où le prix moyen du mètre carré est de temps. Enfin bref, vous mettez plein de critères et ça vous sort une carte de France avec des dalles de 25 km² qui permet ensuite d'identifier les biens immobiliers à louer, les biens immobiliers à vendre, des offres d'emploi. Pourquoi j'en parle? C'est que pour les entreprises qui souhaitent attirer des collaborateurs, aujourd'hui, la mise en place du télétravail est vraiment une donnée qui est pratiquement devenue indispensable pour attirer des talents. Et le fait d'autoriser le télétravail va aussi permettre d'élargir sa zone de prospection, sa zone de recrutement, là où certains collaborateurs auraient refusé de postuler parce que le poste est trop éloigné. Le fait effectivement de pouvoir travailler à distance et donc davantage choisir son lieu de vie et ne pas le subir en étant à proximité de là où est proposé le poste va permettre à certaines entreprises de plus facilement recruter, hein, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, hein. Territoire métropolitain par rapport à la difficulté de se loger ou territoires plus ruraux par rapport à peut-être un manque d'attractivité de certains territoires plus ruraux qui n'auront pas la facilité d'attirer certains collaborateurs qui voudront quand même malgré tout rester dans une vie urbaine. Voilà ce que je voulais aborder avec vous sur cette notion de responsabilité territoriale des entreprises, parce que on voit bien que dans l'organisation que va adopter une entreprise, ça aura un impact sur la mobilité et donc sur l'aménagement du territoire. Combien de fois je dis que les entreprises attendent que les collectivités anticipent l'aménagement du territoire pour faire en sorte que les collaborateurs aient à la fois les conditions de se loger ou de consommer ou de bien vivre autour de l'entreprise. Mais l'entreprise doit aussi prendre conscience que du fait de son organisation, ce qu'évoquait tout à l'heure Luc avec les horaires, avec le fait de pouvoir, pourquoi pas, mettre à disposition une infrastructure pour des usages autres que les usages de l'entreprise, hein, dans une logique de chronotopie ou autre, hein, d'optimisation d'usage. On voit bien que l'organisation basée sur le télétravail va assurément avoir un impact sur l'aménagement du territoire. Merci Dominique pour tous ces aspects, tous ces constats. Merci beaucoup, c'était très complet. Si vous avez, on va peut-être prendre une question ou deux dans le chat si quelqu'un en a. Il faut croire que c'était très complet.
et passionnant, comme nous le dit Luc. Merci beaucoup. On a une petite question rapide avant de… Ouais, je vois Quelle critique? effectivement quelle critique des tiers-lieux. Donc, est-ce qu'il y a une critique à faire des tiers-lieux c'est ça la question, Luc? Dans tous les cas, enfin, le terme, il ne faut même plus l'utiliser, ce terme. Ce terme, il est fourre-tout. Et on parlait tout à l'heure, j'ai vu une question sur les bistrots. Nous, on dit que justement, les espaces de travail, les relais d'entreprise, les relais des salariés des entreprises sont un peu les lavoirs numériques des temps modernes. À l'époque, pour créer du lien social, il y avait deux lieux. C'était le lavoir, avant qu'on ait les machines à laver individuelles, et le bistrot. C'est très macho ce que je suis en train de dire là, mais c'était effectivement une façon de créer du lien. Donc aujourd'hui, effectivement, le fléau de notre société, c'est Netflix, Uber Eats, le télétravail à domicile, cette assignation à résidence qui fait qu'on n'a plus de contact avec ses voisins et pour un oui ou pour un non, on va se taper dessus dès qu'il y aura le moindre souci. Ce qui fait la résilience d'un territoire, ce ne sont pas les infrastructures, c'est le lien social. Et il est grand temps de recréer du lien social, obliger effectivement les gens à se rencontrer, créer des prétextes de rencontre. Le lieu le plus sociabilisant aujourd'hui dans une commune, c'est la boulangerie. Le boulanger, il est au courant de tout. Et vous allez tous les jours à la boulangerie alors que vous n'allez jamais à la mairie. Donc, il est effectivement important d'avoir ces lieux d'échange. Les bistrots, et c'est là où moi je suis très critique sur les tiers-lieux, plutôt que d'avoir recréé des lieux qui n'ont jamais trouvé leur modèle économique, il aurait été bien plus pertinent d'accompagner les cafetiers pour les aider à se réinventer, à sortir les piliers de bar ou dans tous les cas à les cantonner sur certains aspects du bistrot et en rénovant, repensant l'aménagement d'un bistrot. Et d'ailleurs, dans les villes, vous avez, alors c'est pas des bistrots, c'est des cafés, mais les Starbucks ou même les McDo qui étaient les premiers lieux à avoir ouvert et donné accès au Wi-Fi. Il faut voir le nombre de nomades aujourd'hui qui se posent sur ces lieux pour pouvoir travailler ou se donner rendez-vous. Et ça devient le point de rencontre des actifs qui sont en déplacement. Et dans les villages, malheureusement, ces bistrots n'ont pas été reconfigurés. Et il aurait mieux fallu flécher cet argent-là plutôt que de créer des nouveaux lieux avec beaucoup d'amateurisme et surtout recréer des fonctions avec à chaque fois la question de qui va payer ces fonctions-là. Moi, j'ai créé un article sur le fait de rappeler que rien n'était gratuit, que la gratuité, c'était la suppression du prix, mais pas du coût, et qu'il y avait toujours un couillon qui payait. Donc, toujours intéressant de savoir d'où vient l'argent qui a permis un accès gratuit à un lieu. Merci beaucoup. Je pense que ça répond très bien à cette question, à cette critique des tiers-lieux. Merci. Voilà. Merci. Alors, je vous propose alors de finir sur la dernière présentation. Aurélien, je vous laisse la main. Je voulais partager votre support. C'est à vous. Merci. Normalement, c'est bon pour le support. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, on le voit. C'est bon, oui. Parfait. Parfait, très bien. Bien, merci pour l'invitation. Moi, je vais essayer de vous donner quelques éléments sur l'évolution de nos mobilités. Je vais pouvoir prendre appui sur ce qui a déjà été dit, donc c'est très bien. Et puis un peu les défis qu'on a en termes notamment de transition énergétique, mais aussi d'autres aspects de la transition de manière plus large. Et puis, voilà, quel levier on peut avoir aussi pour faire cette transition. Et pour reprendre un petit peu de recul historique, et je ne pensais pas initialement le mettre, mais finalement les interventions précédentes m'y ont invité. Mais si on regarde historiquement comment ont évolué nos mobilités, en fait, on a eu des temps de transport assez stables, c'est ce qui a été évoqué avec la loi de Zahavi. Et si on regarde depuis sur le 19e siècle, finalement, les temps de transport, comment ils se répartissaient entre les différents modes, pour les estimations qu'on peut en avoir, c'était la marche qui dominait très largement les mobilités. Il y avait le transport attelé, du coup, qui s'est développé progressivement également sur ce siècle, en plus faible proportion aussi des temps de transport, le ferroviaire qui s'est développé. Si je rajoute une cinquantaine d'années, on a une concurrence plus forte qui s'est faite, et finalement, c'est un peu sur cette période-là que
que le transport attelé du coup a disparu au profit de la voiture, au profit des transports en commun ferroviaires, routiers ou encore le vélo qui s'est développé, mais encore la marche finalement dominée en 1950. Mais c'est vraiment à partir de ces années-là et finalement les 30 Glorieuses, l'augmentation de la motorisation des ménages, qui a eu un report très fort en fait depuis la marche qui s'est effondrée sur cette période-là vers la voiture. Et tout ça s'est fait avec des temps de transport du coup globalement assez stables au niveau global sur la moyenne en moyenne sur l'ensemble de la population. Alors que voilà, c'était des transformations très fortes et que du coup, quand on se reporte de 1 heure essentiellement de marche vers 1 heure pour bonne partie constituée par la voiture, un mode de transport beaucoup plus rapide, eh bien en fait, ça fait exploser les distances parce qu'avec cette vitesse beaucoup plus importante, du coup, on a éclaté quelque part les activités, l'aménagement du territoire qui s'est adapté finalement à ces distances plus élevées, quoi. Les deux vont ensemble quelque part. Et donc, si je projette le même graphique, mais cette fois-ci en distance parcourue par jour et par personne sur les dernières décennies, voire même depuis le début du 19e siècle, ce qu'on voit, c'est que pendant bien longtemps, on était sur des distances assez limitées. Et puis, c'est vraiment à partir des années 1950, avec ce report vers la voiture et puis un peu plus globalement vers d'autres modes de transport aussi plus rapides que la marche finalement, et bien qu'on a eu cette explosion des kilomètres parcourus en ordre de grandeur. On fait de l'ordre de 10 à 12 fois plus de kilomètres aujourd'hui finalement qu'il y a 2 siècles, au vu de cette accélération très forte des mobilités. Et dans ce paysage-là, c'est essentiellement la voiture qui a pris le plus gros de notre mobilité actuelle, des kilomètres parcourus, mais si on raisonne aussi en temps de transport, comme c'était évoqué précédemment, ou en nombre de trajets, c'est aussi la voiture qui domine, avec selon ces critères-là, entre 60% et 2 tiers en gros de nos mobilités. Finalement, sur chacun de ces différents critères, d'où la place vraiment très dominante, voire même la dépendance à la voiture qu'on peut avoir dans beaucoup de territoires ou encore pour beaucoup de ménages. Si on regarde quelles implications il y a pu y avoir à cette augmentation des distances parcourues, eh bien, par rapport aux défis qu'on a aujourd'hui, une des implications, ça a été notamment la très forte augmentation du coup des émissions de CO2, parce que plus on utilise la voiture, en particulier la voiture thermique au pétrole, et bien plus les consommations de pétrole ont augmenté, et du coup les émissions également, jusqu'au début des années 2000, alors notamment parce qu'ici on n'est que sur les transports intérieurs à la France, il n'y a pas les transports internationaux, et là on est sur transport de voyageurs et transport de marchandises, en sachant qu'on est à peu près à 30% de l'ensemble des émissions nationales qui sont liées au transport, dont à peu près 20%, donc quand même la majorité au sein des transports qui sont plutôt pour les voyageurs, et de l'ordre de 10% en ordre de grandeur pour le transport de marchandises. Et ce qu'on voit, c'est qu'ensuite, il y a eu une certaine stabilité des émissions sur la décennie 2010. Bien évidemment, c'est le Covid qui, en 2020, fait chuter les émissions. Depuis, les émissions sont reparties à la hausse sur 2021, 2022, sans toutefois retrouver le niveau d'émissions de 2019. Mais si maintenant je projette la courbe d'évolution des émissions qui est prévue par la stratégie nationale bas carbone, on voit qu'en 2022, on est repassé au-dessus de la courbe des objectifs, mais aussi qu'il y a une rupture très forte à court terme pour réussir à atteindre les objectifs de court terme, d'autant plus que ça, c'est un peu l'ancienne version de la stratégie nationale bas carbone, et en cours de remise à jour, et notamment avec l'augmentation de l'ambition des objectifs au niveau européen à l'horizon 2030, il faudra avoir une rupture encore plus forte à court terme dans les émissions. Et puis à 2050, ce qu'on voit, c'est qu'il faut atteindre quasiment 0 émission directe dans le secteur des transports. Donc c'est notamment qu'il n'y ait plus une seule goutte de pétrole, finalement, d'ici 26 ans seulement, aussi bien dans les voitures que dans les poids lourds, que dans les véhicules utilitaires légers, mais aussi les bus, les cars, les trains, les 2 roues motorisées ou encore les bateaux de transport fluvial. Donc on voit bien que c'est un défi qui est assez énorme, étant donné que c'est à réaliser dans un laps de temps assez court, qu'aujourd'hui, plus de 90% des consommations d'énergie du secteur, c'est du pétrole, et puis qu'on a des inerties très fortes dans le secteur des transports, à la fois inertie extrêmement structurante pour les déplacements ou encore pour le transport de marchandises lié à l'aménagement du territoire, qui bien évidemment ne se change pas du jour au lendemain, inertie sur les infrastructures de transport, sur les flottes de véhicules, sur les mix énergétiques, sur les pratiques de mobilité qui sont soumises à des fortes inerties aussi, parce qu'il y a un poids
des habitudes qui est très fort. Et puis les politiques publiques aussi qui doivent s'adapter suffisamment rapidement finalement à l'ambition de ces objectifs-là. Donc un défi d'un point de vue climatique qui est assez central finalement dans cette transition, si on veut réussir à opérer cette rupture sur cet aspect-là. Et en même temps, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a aussi d'autres défis de transition parce qu'il y a d'autres impacts à la fois environnementaux, sociaux ou encore sanitaires de nos mobilités, de nos transports, et qu'il ne faut pas oublier si on veut autant que possible essayer de répondre simultanément à ces différents défis. Donc au-delà du changement climatique, il y a aussi les problématiques de pollution de l'air, notamment liées à la combustion du pétrole, mais pas que, il y a aussi des émissions hors échappement pour les particules. Ensuite, il y a une autre raison de sortir du pétrole qui est la question des ressources, parce que de toute façon, ce sont des ressources limitées qu'on importe à 99% en France avec tous les enjeux géopolitiques, sociaux, économiques également qu'il peut y avoir quand il y a des tensions au niveau mondial, des hausses des prix des carburants. Et en même temps, si on passe à d'autres types d'énergie, on se confronte à d'autres types de ressources, que ce soit les ressources nécessaires à la production d'électricité, si on passe davantage à l'électrique, à l'hydrogène, les ressources en biomasse, si on passe davantage au biocarburant, au biogaz, ou encore les ressources en métaux, par exemple pour les métaux et pour les batteries nécessaires aux véhicules électriques. Il y a aussi des enjeux en termes de consommation d'espace, un enjeu qui a été cité également, parce que nos transports, de manière générale, prennent beaucoup d'espace pour leur circulation, pour leur stationnement, notamment pour les voitures qui prennent une part très conséquente des consommations d'espace liées à nos transports. Et il y a au moins 3 raisons finalement à l'avenir de limiter cette place liée à la voiture, à la fois pour donner plus de place aux autres modes de transport qui ont bien souvent aussi besoin d'infrastructures dédiées pour pouvoir se développer, la marche, le vélo, les transports en commun. Aussi pour avoir d'autres usages de l'espace public, uniquement un usage dédié finalement au transport, à leur circulation, à leur stationnement. Donc avec tous les débats qu'il y a pu y avoir, notamment au moment du Covid, sur les terrasses, etc., ou donner plus de place pour que les enfants puissent jouer en sécurité dans l'espace public, ce qui était davantage le cas avant que les voitures arrivent en ville, ou pour des événements, des marchés, etc. Bref, tout un tas d'autres usages qu'on peut imaginer. Et puis, il y a aussi, pour donner plus de place à la végétation, ce qui est notamment un besoin en termes d'adaptation au changement climatique, désartificialisation potentiellement des sols, mais aussi plus d'espaces verts pour mieux résister, par exemple, aux canicules qui sont déjà de plus en plus fréquentes et intenses. Et puis, il y a des questions de qualité de vie, de santé aussi, d'avoir accès à des espaces verts autour de chez soi. Aussi des questions de qualité de vie et de santé sur la pollution sonore, via la gêne que provoque le bruit, mais aussi les impacts sanitaires, à la fois des troubles auditifs, mais ce dont on sait moins, c'est qu'il y a aussi tout un tas de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, d'obésité, etc., qui sont liées à cette pollution sonore, en lien avec le stress que ça engendre pour le corps, les troubles du sommeil qu'il peut y avoir. Et une très grosse partie de cette pollution sonore, les 2 tiers en gros, sont liés au transport, dont essentiellement les transports routiers. Il y a aussi des enjeux en termes d'accidentalité, bien qu'il y ait eu des progrès importants par le passé sur cet aspect-là. On a une mortalité routière notamment qui est 6 fois moins élevée qu'au début des années 70. Pour autant, ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a plus vraiment de baisse, typiquement sur cet indicateur-là. Des enjeux en termes de santé autour des questions de sédentarité, d'inactivité physique, parce que quand on est passé beaucoup de la marche à la voiture, on est passé à des modes de transport plus sédentaires et nos modes de vie, de manière générale, sont devenus plus sédentaires, moins actifs. Et donc, retrouver plus de mobilité active aussi, c'est un des besoins pour les défis de cette transition. Et puis aussi, et sans forcément non plus être exhaustif sur l'ensemble des enjeux, mais il y a des questions d'inégalité sociale, d'inégalité territoriale, notamment dans l'accès à la mobilité, donc aussi prendre en compte ces questionnements-là. Donc ça, c'est pour les grands défis qu'on a à relever. Heureusement, il y a un certain nombre de leviers qu'on peut solliciter, notamment pour répondre aux défis climatiques, réduire les émissions de CO2. Donc je les présente dans un premier temps sous l'angle du climat, mais j'évoquerai sur la fin à quel point ça permet de répondre aux autres défis que je viens d'évoquer. Le premier des leviers, finalement, c'est de modérer la demande de transport, donc les kilomètres parcourus qui ont été en forte hausse par le passé. Donc retrouver plus de proximité dans l'aménagement du territoire, dans l'évolution des modes de vie, potentiellement des voyages moins lointains aussi pour ce qui est des voyages
les voyages à plus longue distance ou bien moins souvent pour les plus lointains qui sont les plus émetteurs. Ensuite, le second levier, c'est celui du report modal, donc moins d'usage de la voiture, notamment pour les trajets du quotidien, et puis davantage d'usage des modes actifs comme la marche et le vélo, de transport collectif. Ensuite, il y a l'amélioration du remplissage des véhicules, et le principal levier, c'est notamment sur la voiture avec le covoiturage, pour mieux optimiser des remplissages qui sont en moyenne très faibles, hein, surtout sur les trajets du quotidien, encore plus sur le domicile-travail, où 9 automobilistes sur 10 sont seuls dans leur voiture, donc il y a une marge d'optimisation qui est énorme, étant donné qu'en général, on a des voitures de 5 places. Et puis sinon, l'autre manière d'optimiser ça, c'est de se dire que si jamais il y a une seule personne à l'intérieur du véhicule, soit on remplit mieux le véhicule, soit on passe à des véhicules bien plus sobres, bien plus légers et finalement plus adaptés au transport d'une seule ou même de 2 personnes. Et donc là, c'est de se tourner vers des véhicules plus petits, dont il y a une grande diversité, j'y reviendrai très rapidement. Et puis, il y a aussi des leviers d'éco-conduite de manière générale, notamment le 110 km/h sur autoroute pour réduire ses consommations d'énergie. Et puis, des leviers plus technologiques, comme ceux d'efficacité énergétique à proprement parler, faire des moteurs plus efficaces, ou bien électrifier aussi les véhicules. Les moteurs électriques sont plus efficaces, donc ce sera un gain aussi qu'on aura davantage à l'avenir sur ces baisses de consommation d'énergie. Et puis enfin, cinquième et dernier levier, c'est de décarboner l'énergie, c'est-à-dire de passer du pétrole à d'autres énergies moins carbonées, telles que l'électrique, l'hydrogène, le biogaz, les biocarburants ou encore les carburants de synthèse, à condition bien sûr que ceci soit produit de manière aussi bas carbone et durable que possible. Si on regarde du côté des derniers leviers, finalement, le principal levier qui va être sollicité aujourd'hui dans les politiques gouvernementales, hein, par le passé, finalement, les principaux leviers de sobriété ont plutôt joué dans le mauvais sens. Hein. On avait fait plus de kilomètres, plutôt vers la voiture, aussi vers l'avion. On a plutôt décovoituré, on est moins nombreux par voiture, les voitures sont plus grosses, etc. Les leviers technologiques ont plutôt joué dans le bon sens, mais pas de manière suffisante, quelque part, pour le climat. Et dans ce qui est le principal levier technologique qui est mis en avant aujourd'hui, je pense, pardon, il y a un micro qui n'est pas coupé, peut-être, sauf s'il y a des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Et le principal levier technologique qui est vu aujourd'hui pour la mobilité des voyageurs, c'est notamment de passer à l'électrique. Et donc, si on veut regarder notamment d'un point de vue climat, à quel point c'est le meilleur ou le pire des véhicules, finalement, mais il y a un peu deux types de réponses, finalement. Il y a à la fois regarder par technologie, par rapport au thermique, l'électrique est la meilleure des technologies qu'on a à disposition. Si on regarde la dizaine d'études qu'il y a eu en France sur le sujet, on est sur une division par 2 jusqu'à une division par 5 des émissions sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, c'est très significatif et même indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques. Pour autant, ce n'est pas suffisant non plus parce qu'il y a aussi finalement un renouvellement du parc qui est assez lent. Et puis, l'autre manière de répondre à la question, finalement, c'est de comparer la voiture électrique avec d'autres types de modes de transport ou de véhicules plus sobres. Et à ce moment-là, la voiture électrique est le pire des véhicules, finalement, dans une mobilité qui devient de plus en plus électrique à l'avenir. Donc, il y a toujours, bien évidemment, un intérêt à limiter la place de la voiture, même si on passe à l'électrique, ou bien aussi à avoir des véhicules qui sont beaucoup plus sobres, notamment explorer finalement des véhicules qu'on peut appeler intermédiaires entre le vélo et la voiture. Pour certains, c'est un peu finalement augmenter les capacités du vélo avec une assistance électrique, avec la possibilité d'emporter plus facilement des charges, emporter des enfants avec les vélos cargo, les vélos pliants pour faire plus facilement de l'intermodalité avec les transports en commun. Et puis, quand on va vers les vélos mobiles, les vélos voitures, là, on commence à avoir une forme un peu plus proche de celle des voitures, mais des véhicules beaucoup plus sobres, de moins de 100 kg, qui vont du coup être moins coûteux aussi, moins impactantes sur l'environnement de manière assez générale, et puis qui sont plus proches du vélo par le fait qu'il y a un pédalage à l'intérieur du véhicule qui va être assisté à 25 ou 45 km/h selon les modèles. Et puis, de la même manière, il y a d'autres véhicules qui sont beaucoup plus proches de la voiture, mini-voiture, voiturette, micro-voiture, etc. Où là, l'idée, c'est de partir de la voiture, mais d'alléger beaucoup plus pour avoir des véhicules plus sobres en énergie ou encore en ressources. Si on regarde maintenant sur les différents types de territoires, quelles sont les solutions qui peuvent être à privilégier? Eh bien, si on regarde un peu sous deux axes à ce schéma que je vais progressivement animer, il y a un axe qu'on peut regarder sur les distances à parcourir, de 1 km jusqu'à 10 000 km. On considère généralement qu'on est sur de la longue distance au-delà des 80 km. Et puis un autre axe qui dimensionne beaucoup les pratiques de mobilité, qui est celui des flux de déplacement, à quel point on est dans des endroits plutôt denses, au centre des plus grandes villes où il y a des flux de déplacement particulièrement forts,
ou bien dans des zones rurales, montagneuses, etc., notamment où les flux de déplacement sont bien plus faibles. Donc, ce n'est pas les mêmes solutions de mobilité qui peuvent être développées. Et donc, si dans le graphique de droite, on regarde dans un premier temps quels sont les modes dominants actuellement, l'aérien domine au-delà des 1000 km, la marche domine largement en dessous des 1 km de déplacement, et les transports en commun sont particulièrement développés, là où les flux de déplacement sont les plus forts. C'est là aussi où il y a leur principal domaine de pertinence, mais finalement dans des proportions qui sont assez limitées. Et tout le reste, finalement, c'est aujourd'hui la voiture qui domine très largement les mobilités. Et si on regarde à l'avenir en termes de transition dans quel sens il faut aller, il faut autant que possible essayer de limiter la part de l'avion, la part de la voiture dans la mobilité. Et donc, pour remplacer notamment la part très importante de la voiture individuelle, quelles sont les alternatives les plus sobres à chaque fois? Eh bien, pour les plus courtes distances, c'est de privilégier autant que possible la marche. Et puis ensuite, quand les déplacements sont trop longs quelque part, eh bien, il y a ensuite le vélo qui peut prendre le relais pour des distances un peu plus importantes. Si on se compare aux Pays-Bas, par exemple, ils ont une pratique du vélo 10 fois plus élevée qu'en France, qui permet de voir un peu le potentiel de développement qu'on peut avoir, d'autant qu'on a à la fois le vélo classique, mais aussi de plus en plus d'autres types de vélos qui permettent d'augmenter son domaine de pertinence, vélo assistance électrique, vélo cargo, etc. Et puis ensuite, quand on passe sur des distances encore plus importantes, qui là deviennent trop difficiles, y compris pour le vélo assistance électrique, eh bien, autant que possible, quand les flux de déplacement sont suffisants, eh bien, augmenter la part des transports en commun, en particulier le ferroviaire quand c'est possible. Puis si jamais les flux ne sont pas suffisants, passer à des modes un peu moins capacitaires, les transports en commun routiers. Puis si on est sur des flux encore moins importants, bien passer ensuite au covoiturage, donc à la voiture, mais à condition, idéalement, pour être le plus sobre possible, que ce soit des trajets partagés. Et puis, si jamais on est sur finalement des flux encore plus faibles, où à ce moment-là, ça peut même être difficile de mettre en place du covoiturage, ou que techniquement, on n'arrive pas à le mettre en place en termes d'organisation, et bien à ce moment-là, passer à des véhicules beaucoup plus légers. Finalement, c'est là le principal domaine de pertinence des véhicules intermédiaires que je viens d'évoquer. C'est pour aller dans des domaines où le vélo, finalement, n'est pas suffisant en termes de vitesse et de distance, mais où on n'a pas forcément besoin d'une voiture de 5 places, si c'est pour faire en tout cas des trajets avec une seule personne à l'intérieur des véhicules. Et puis, sans trop détailler, sur la longue distance, où finalement, en complément, il y a aussi l'autopartage qui est important dans ce bouquet d'offres de mobilité. Puis sur les plus longues distances, c'est aussi de la sobriété sur l'aérien, parce qu'on n'a pas d'autres modes de transport qui permettent de partir à l'autre bout du monde pour une semaine sans que ce soit au prix de fortes consommations d'énergie, de fortes émissions, etc. Donc là, c'est aussi revoir le type de déplacement. Et puis, donc ce qu'on voit ici, en tout cas, c'est que pour remplacer la voiture individuelle, il faut finalement un grand nombre d'alternatives à développer, suivant le type de trajet, suivant les domaines de pertinence, notamment selon les territoires. Et puis, peut-être pour revenir en tout cas sur ces 5 leviers, là, j'ai fait une présentation assez globale, on peut les appliquer, ces 5 leviers, aux zones d'activité. Donc, on peut reprendre individuellement chacun des leviers et voir comment, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une zone d'activité, ces leviers peuvent être sollicités. Donc, les questions d'aménagement du territoire, tout à l'heure, ont déjà pas mal été évoquées, sur comment modérer ces kilomètres parcourus, ce qui ensuite facilitera aussi l'usage de la marche, l'usage du vélo, si jamais autant que possible, en termes d'activités développées, en termes de clients ou en termes de salariés, d'où viennent finalement ces personnes, quelle est la localisation avant tout, c'est ça le plus structurant en réalité, quelle est la localisation typiquement des zones d'activité pour pouvoir réussir à avoir des distances qui ne sont pas trop importantes, et puis après de voir finalement progressivement quels sont les leviers qui peuvent être sollicités pour faciliter l'usage de la marche, du vélo, des transports en commun. Donc, il y a tout un tas de leviers à chaque fois pour développer ce type de pratique-là. Agir aussi sur le covoiturage, agir sur le fait d'avoir des véhicules qui sont plus sobres, qui sont davantage électriques, etc. Et puis peut-être juste pour donner un dernier message à cette présentation, si on regarde ces 5 leviers, qu'on les détaille un petit peu, qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, et qu'au-delà du climat, on regarde quels sont leurs impacts finalement sur les autres défis de transition que j'ai pu évoquer tout à l'heure, au-delà du climat, le fait qu'il y a des enjeux de pollution d'air, de consommation de ressources, de pollution sonore, de consommation d'espace, etc. Et bien en fait, sans détailler l'ensemble de ce tableau, ce qu'on voit ici, c'est qu'en tout cas, il y a beaucoup plus de co-bénéfices à faire cette transition, à solliciter ces 5 leviers, que de nouveaux impacts qu'il pourrait y avoir sur les autres défis de transition qu'on a devant nous, et notamment sur les leviers de sobriété, les 2 colonnes sur la droite, on voit qu'il y a beaucoup plus de co-bénéfices sur les leviers de sobriété que les leviers technologiques. Et juste pour prendre une illustration,
La transition technologique finalement des voitures thermiques, c'est de passer à l'électrique, ce qui a des gains en termes de climat, de pollution de l'air, de pollution sonore, mais ne change rien quelque part sur les aspects de consommation d'espace, d'accidentalité ou encore de sédentarité. Et puis, il y a des enjeux plus forts, pour le coup, sur la question des métaux. Alors que si on prend la transition sobre, finalement, de cette voiture thermique pour aller vers le vélo ou autant que possible des véhicules intermédiaires plus proches du vélo, et bien à ce moment-là, on a un mode de transport qui émet peu de CO2, mais aussi consomme peu de ressources, peu d'énergie, peu d'espace aussi pour sa circulation, pour son stationnement, qui a une pollution sonore et atmosphérique assez négligeable à son utilisation, et puis qui a des bénéfices très clairs pour la santé liés à l'activité physique, qui est quelque chose qui manque beaucoup au vu de nos modes de vie actuels. Donc retrouver plus d'activité physique aussi dans les mobilités peut être un gain très substantiel. Donc finalement, cette sobriété aujourd'hui qu'on a moins développée, à la fois elle est indispensable pour le climat, mais on peut aussi y voir tout un tas de co-bénéfices pour les autres défis de transition. Et puis je m'arrête là, désolé si j'ai été peut-être un petit peu rapide, mais voilà, pour avoir le temps d'essayer d'évoquer ces différents sujets, je vous laisse la dernière diapositive sous les yeux. Merci beaucoup Aurélien pour tous ces constats et pour avoir un peu cette temporalité sur la mobilité et son futur. Donc c'était vraiment une très belle présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a aussi des questions dans l'auditoire? Peut-être. N'hésitez pas. Aurélien, oui, j'avais une question. Bon, je suis un des rares à pouvoir prendre mon micro. Est-ce à dire aujourd'hui que les pratiques de mobilité, les nouvelles pratiques de mobilité telles que vous les décrivez, vont forcément devoir nous inciter à modifier les aménagements des zones d'activité? Puisqu'aujourd'hui, les zones d'activité, on a des parkings à plat pour accueillir des voitures. Donc, ça veut dire que la question des espaces publics, la question des stationnements devra permettre effectivement l'utilisation pourquoi pas de ces tricycles électriques ou de ce vélo électrique, et donc modifier complètement la question de la mobilité des salariés, tout en se posant la question de la mobilité logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura une refonte peut-être de l'aménagement, de l'espace public, des routes qui pourront répondre à ces demandes, puisqu'aujourd'hui, on a des espaces publics qui sont parfois surdimensionnés, avec des voies piétonnes, avec des voies cyclables, avec des voies logistiques, avec des parkings. Donc, on va reconfigurer l'espace eu égard de ces nouveaux principes de mobilité. Oui, alors ce qui est sûr, c'est qu'en effet, il y a des évolutions. Je pense qu'il y a deux types d'évolutions, en tout cas sur l'aménagement, si on le prend un peu au sens large. Il y a à la fois l'aménagement, où est-ce qu'on localise les activités et du coup, comment essayer de limiter les kilomètres parcourus. Donc, c'est un peu cet aspect sur la demande de transport, essayer de faire en sorte, dans les choix d'aménagement qui peuvent se faire au fur et à mesure, comment orienter ça plutôt vers davantage de proximité, davantage de réduction des kilomètres parcourus. Et puis, il y a les aménagements quelque part de la voirie, les aménagements sur le stationnement aussi, etc., qui là vont plutôt influencer les pratiques en termes aussi d'évolution des modes de transport. Et clairement, il faut des évolutions dans les deux sens. Moi, je ne suis pas du tout expert pour le coup des zones d'activité, donc je ne vais pas trop m'embarquer là-dessus, mais en tout cas, je pense typiquement sur les espaces de stationnement. On sait en tout cas que c'est un levier très fort, celui du stationnement. Donner du stationnement abondant et gratuit, c'est un incitatif majeur à la voiture. Et ça veut dire que si on veut au contraire donner des incitations pour les autres modes de transport, eh bien à la fois il faut bien évidemment penser le stationnement pour ces modes, par exemple pour le vélo, mais c'est aussi potentiellement soit limiter en nombre le stationnement ou potentiellement avoir moins d'avantages d'un point de vue financier ou éventuellement faire payer le stationnement pour certains endroits pour que ce soit un incitatif à d'autres modes de déplacement. Et si jamais, en tout cas, les mobilités évoluent beaucoup, à la fois vers la marche, vers le vélo, vers les transports en commun ou encore des véhicules intermédiaires qui prennent moins d'espace, bien évidemment, les espaces de stationnement actuels sont assez largement surdimensionnés par rapport à une mobilité qui évoluerait fortement, en tout cas, vers ce type de pratique plus sobre. Donc, à la fois les espaces de stationnement, mais aussi les espaces de circulation sont à revoir dans un certain nombre de cas pour développer certaines de ces pratiques. On le sait très bien, par exemple, sur le vélo, mais ce n'est pas que le cas du vélo. Si jamais on veut développer sa pratique, le principal frein, c'est celui de la sécurité.
Et donc, ça veut dire qu'il faut des aménagements sécurisés, notamment sur toutes les routes où il y a des flux qui sont trop importants pour avoir un partage de la voirie qui puisse se faire uniquement avec une modération des vitesses et un partage de la route sans que ça amène trop de risques ou d'enjeux de sécurité finalement pour que de nouvelles personnes osent se mettre au vélo, parce que ce n'est pas non plus que la sécurité de ceux qui sont déjà en circulation qui compte, mais aussi de pouvoir avoir un espace suffisamment sécurisé pour attirer des personnes qui aujourd'hui n'osent pas se mettre au vélo pour cette raison. J'avais une deuxième question, effectivement, également. La question de modification des modes de transport, est-ce que vous pensez qu'elle sera liée uniquement à la question du coût du transport par rapport à l'usager, hein, ça me coûte cher de prendre mon véhicule, je suis dans les embouteillages, et ou de la question environnementale, de la prise en compte de mon impact dans mes déplacements. Et je reprends ça en parallèle avec l'ancien patron de Carambar qui me disait toujours, si tu veux réussir, il faut donner envie. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi la question de donner envie d'utiliser ces transports alternatifs parce que, vous l'avez expliqué, hein, on est passé du cheval à la voiture automobile parce que derrière, c'était une preuve de réussite aussi d'avoir une automobile. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi cette notion de dire les transports alternatifs qu'on devrait prendre, il faut aussi qu'ils deviennent quelque chose qui nous donne envie de les prendre. Oui, tout à fait. Je pense en effet, il y a tout un tas de questions culturelles, bien évidemment, autour de la voiture, mais autour de nos mobilités et de la représentation qu'on peut se faire des différents modes. Je pense typiquement que sur la marche et le vélo, l'argument de la santé est un argument assez majeur, hein. Pour beaucoup de personnes, c'est ça qui peut les inciter. Après, dans les critères de choix des modes de transport, ils sont assez larges. Et ce qu'on voit, c'est que c'est loin d'être uniquement un critère de choix, en tout cas sur le coût des mobilités, parce que sinon, typiquement, le vélo qui est beaucoup moins cher serait beaucoup plus utilisé. Les transports en commun pour l'usager, bien souvent, sont moins coûteux aussi. La marche, bien évidemment. En fait, beaucoup des alternatives sont moins coûteuses. Le covoiturage, ça coûte moins cher que d'être seul dans sa voiture. Donc, finalement, on voit que ce n'est pas ça le seul levier, parce que déjà aujourd'hui, il y a des incitations à faire autrement via les coûts respectifs des différents modes. Mais bien souvent, ça va être une question d'offre et notamment les temps de transport. C'est vraiment quelque chose qui est assez déterminant, hein. Le choix du mode peut être beaucoup déterminé par ça. Si jamais en voiture, c'est un trajet de 15 minutes et que c'est 3/4 d'heure en transport en commun, bien évidemment, la voiture sera préférée aussi pour ces raisons-là. Donc ça veut dire que là, avoir pour les transports en commun une offre suffisamment abondante et puis suffisamment fréquente aussi, ça c'est ça qui est aussi assez déterminant. Et puis pour le vélo, j'évoquais notamment le frein de la sécurité, il y en a d'autres. Mais en tout cas, je pense qu'à chaque fois, sur chacun des modes, il faut réussir à combiner en tout cas différents types d'incitations pour que ça puisse se développer. Parce que, par exemple, si on prend le vélo, c'est à la fois, certes, il peut y avoir des incitations financières, par exemple, pour des aides à l'achat, mais c'est aussi les infrastructures de circulation, les infrastructures de stationnement, avoir des services vélo, des services aussi de réparation, potentiellement des services d'accompagnement à la pratique du vélo aussi, des vélos écoles, etc., qui peuvent inciter à s'y mettre, de la communication positive, etc. Il n'y a pas un seul levier à chaque fois pour réussir à déclencher des changements de pratique. Et puis, de manière générale, faire tester ces mobilités alternatives. Et puis, comme j'évoquais finalement sur la partie stationnement, ce qu'on voit de manière générale, c'est que les pratiques de mobilité changent le plus quand à la fois il y a une partie incitation de nouvelles offres, mais aussi quelque part une part qu'on pourrait appeler de contrainte, finalement un minimum sur la voiture, pour déclencher des changements de pratique. Aujourd'hui, la voiture, par certains aspects, est tellement efficace à certains endroits que imaginez que juste en mettant un petit peu plus d'alternatives, en saupoudrant un petit peu plus d'alternatives en parallèle du système automobile, que ça pourrait suffire. Mais en réalité, il faut revoir plus globalement quelles incitations à la fois on met sur ces mobilités qu'on veut voir se développer, mais aussi potentiellement rendre la voiture moins attractive par certains aspects si on veut qu'il y ait des reports qui soient significatifs. Donc, ce qui pose des questions dans l'aménagement des infrastructures, aussi dans la fiscalité, etc. Il y a tout un tas d'éléments aussi à questionner de ce point de vue-là, mais en tout cas, il faut agir des deux côtés si on veut avoir une cohérence dans
les politiques de report modal et avoir des reports modaux qui sont assez significatifs. Merci. C'est vrai que ces mobilités, ça nous permet de faire une belle transition. Du coup, merci Aurélien, sur notre prochain webinaire. Du coup, on passera sur des webinaires d'exemples inspirants. Ah, peut-être une dernière question, du coup, de Florence. Question des zones rurales ne peut pas tout à fait s'appréhender de la même façon. Les modes de déplacement alternatifs doivent y faire l'objet d'une étude bien spécifique pour pouvoir répondre à tous les enjeux de sobriété, mais aussi socialement. Répondre aux exigences et besoins des populations concernées, surtout avec le critère de vieillissement des populations. Quels travaux sont menés pour ces zones hors agglomération? Je dirais qu'il y a en tout cas de plus en plus d'initiatives là-dessus, et en tout cas quand j'évoquais sur les zones rurales, les zones peu denses, etc., la principale difficulté, et d'ailleurs quand on parle de peu dense, ça l'indique, et la définition même du rural, c'est qu'il y a une faible densité de population et donc une faible densité des flux de déplacement. À partir de ce moment-là, du coup, c'est plus difficile de mettre en place des transports en commun, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, il peut y avoir des axes suffisamment fréquentés pour en mettre en place, mais qu'on doit être sûr des capacités de transport et des modes de transport moins capacitaires, donc notamment le levier du covoiturage qui peut être important, mais aussi des véhicules intermédiaires qui notamment sont importants dans ces zones-là. Et je pense que peut-être que la question y fait référence, mais on peut penser qu'avec une population vieillissante, ce sera plus difficile avec ces véhicules intermédiaires, etc. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est que finalement aujourd'hui, une bonne partie des expérimentations qu'il peut y avoir sur ces véhicules intermédiaires, alors bien évidemment, ce ne sera pas les mêmes pour des personnes de 80 ans ou pour des personnes de 20 ans qui ont envie de faire de l'activité physique, donc plus ou moins proche de la voiture, plus ou moins proche du vélo, etc. Mais notamment dans l'association Innovation Véhicules Doux qui, dans l'Aveyron, en zone de moyenne montagne, teste des véhicules intermédiaires. Finalement, il y a beaucoup de personnes assez âgées qui font partie de ces expérimentations-là. Et puis un autre exemple de test de ces véhicules intermédiaires, c'est dans la Drôme, un habitat intergénérationnel qui s'appelle Ecoravi, un habitat partagé qui met en place finalement des véhicules de ce type-là et finalement qui ont été largement pris en main aussi par des personnes âgées qui, en première réaction, ont d'abord dit jamais je monterai dans ce type de véhicule-là et qui aujourd'hui presque en sont devenus dépendantes ou en tout cas sont bien embêtés quand ce type de véhicule-là est déjà loué, parce qu'ils font un système de location, c'est en partage, est déjà loué par d'autres personnes parce qu'ils se sont habitués à ce type de véhicule. Mais c'est là où ça rejoint le besoin de faire tester, c'est qu'on a forcément tout un tas d'a priori des fois sur certains de ces véhicules parce qu'on ne les connaît même pas. Et puis la première fois qu'on les voit, on se fait une idée assez rapide sans forcément avoir pu, dans un premier temps, finalement essayer de voir à quel point ça peut être pertinent ou pas de développer ce type de véhicule. Et pour ce qui se développe aujourd'hui, c'est beaucoup via l'Extrême Défi, c'est un projet de l'ADEME, il y a une quarantaine de projets qui se lancent pour développer des véhicules de ce type-là et qui entrent de plus en plus en expérimentation dans les territoires, notamment dans les territoires peu denses. Donc si ça vous intéresse, en tout cas, je vous invite à suivre ce projet qui s'appelle l'Extrême Défi. Merci beaucoup pour cette réponse. Oui, donc on disait aussi Estelle par rapport à son commentaire. La semaine prochaine, pour notre prochain webinaire, nous allons pouvoir voir différents dispositifs sur les mobilités qui vont proposer des méthodologies de plan de travail pour les entreprises. Donc, nous aurons des interventions de 1 km à pied et de coups de watts pour le prochain webinaire du 22 février. Donc, on pourra vraiment rentrer dans le sujet et voir quels sont des exemples qui sont totalement appropriés pour les entreprises. Voilà, on restera du coup dans 2 semaines sur les sujets des mobilités. Et pour compléter, pour finir peut-être, je vous invite toujours également à nous rejoindre sur la plateforme Voodoo. La plateforme Voodoo qui est ouverte. Je vais également vous mettre un lien sur notre landing page, donc qui vous permettra de vous inscrire. Donc, bien sûr, vous retrouverez toujours les webinaires, les supports de présentation de nos différents webinaires,
Alors, je vous invite à regarder également les nouveaux projets et pourquoi pas aussi à vous devenir porteur de projet sur un thème qui vous tient à cœur. Alors voilà, vous avez le lien directement dans le chat. Je vous laisse regarder, je vous laisse totalement libre. Alors, merci encore du coup, à tous nos intervenants. Enfin, il ne reste plus que vous, Aurélien. Alors, merci beaucoup encore pour ces interventions très, très intéressantes. Et au vu de l'heure, je vous remercie encore à tous, tous présents pour votre soutien et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée à tous.